Merci beaucoup pour cette chaleureuse présentation. Merci à vous d'être là si nombreux. C'est pas une figure de style. Je suis vraiment extrêmement touché de voir l'affluence ce soir. Très honoré. Et ça aussi, c'est pas une figure de style que de le dire. Merci de votre confiance pour explorer ce thème ensemble. Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour nos enfants? Sens et envie. Il y a bien des choses qui font du sens, mais qui ne font pas très envie. Il y a bien des choses qui font très envie, mais qui n'ont pas beaucoup de sens. Comment allons-nous pouvoir ensemble tenter de concilier ces deux enjeux qui semblent être des moteurs profonds pour notre façon d'être au monde, pour notre joie de vivre et notre joie contagieuse? Et je voudrais vous proposer d'explorer ceci. Nous avons tous été des enfants. Et il est quand même rare que dans nos enfances, nous n'ayons pas rencontré quelques adultes qui aient touché nos cœurs par leur façon d'être. Pas tant par ce qu'ils disaient, pas tant par ce qu'ils faisaient, mais que par la façon d'évoluer entre les choses et les gens, de traverser les circonstances, de rencontrer les saisons et les cycles de la vie. Et je voudrais vous proposer, pour nous inspirer, de convoquer dans votre esprit l'image d'un adulte qui pour vous a été important. Un souvenir d'une grand-mère, d'une mère, d'un père, d'un oncle, d'un voisin, d'un instituteur, d'un religieux, d'une religieuse, une figure. Et si, et ça peut arriver, certains d'entre vous n'ont pas de figure de référence comme ça, eh bien je propose de l'imaginer. Comment aurait-elle pu être cette figure-là? Et je vous propose de prendre un petit moment d'intériorité. Ça y est, vous vous dites, il commence tout de suite, on est à peine assis, qui nous amène déjà à travailler, on s'espérait être là tranquille à écouter. Je vous propose de participer. Juste un petit moment d'intériorité pour convoquer l'image d'une personne dont la façon d'être vous a touché et qui demeure en vous comme une référence. Et puis je vous propose de goûter votre état quand vous convoquez l'image, le souvenir, le visage, la voix peut-être, l'attitude, les attitudes de cette personne en vous. Que ressentez-vous? Qu'est-ce que ça fait dans votre cœur que d'être proche de ce souvenir-là, de cette personne-là? Et enfin, je vous propose de nommer l'une ou l'autre valeur que cette façon d'être a touché en vous. Qu'est-ce que vous en avez gardé comme valeur qui vous touche, qui vous inspire? Alors, vous voyez, c'est une façon de s'orienter en se disant, tiens, si moi, cette attitude-là m'a touché, peut-être que ça peut toucher d'autres personnes. Et je voudrais vous proposer de poursuivre le petit exercice en échangeant avec votre voisin ou votre voisine. Là, ils se disent, ça y est, c'est pas possible, il vient du Québec ou quoi? On est là pour communiquer. En échangeant avec votre voisin, votre voisine, juste quelques mots sur cette personne et les 3-4 qualités dont, que vous retenez, qui vous ont frappé, et les valeurs donc, qui ont été nourries en vous, et en communication non violente, les besoins. Vous savez qu'on ne fait pas de distinction entre les valeurs et les besoins. Et ça peut être, si moi je fais l'exercice, et je l'ai fait avec vous bien sûr, c'est la figure de ma grand-mère qui me revient, la mère de mon père, et ce qui me touche, c'est sa profonde générosité, sa joie de vivre, et son humilité, sa capacité à accueillir toute chose avec infiniment d'ouverture, en acceptant qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et une façon d'être dans le non-jugement très très ouverte.
Et ce sont des qualités qui n'ont pas cessé de m'inspirer. Alors je vous propose de goûter le fait d'échanger quelques mots avec votre voisin, votre voisine. C'est aussi l'occasion de faire connaissance si vous ne connaissez pas le voisin ou la voisine. 2-3 minutes. Alors je vais vous proposer de laisser vos échanges doucement et puis de vérifier intérieurement qu'est-ce que ça fait que d'échanger avec un proche ou avec un ou une inconnue sur les valeurs qui nous tiennent à cœur et qui nous ont touchés dans notre propre enfance. Qu'est-ce que ça fait intérieurement, ressentez? Est-ce agréable, désagréable? Est-ce que ça nourrit ou pas certains besoins de conscience, de discernement, de présence à soi, d'attention à l'essence, à l'essentiel, mais aussi d'écoute, de partage, de rencontre, d'authenticité, de simplicité, de convivialité. Et enfin, je voudrais vous proposer de noter au tableau quelques-unes des valeurs que vous avez ressenties dans l'évocation d'un adulte de référence. Simplement pour voir ce que ça fait que de nommer ces valeurs ensemble. Alors, vous pouvez participer tour à tour. Qui voudrait nommer une valeur? Allez-y. La modestie. Modestie. Je vais écrire en majuscule, ce sera peut-être plus clair pour vous. Je ne prétends pas que vous le lisiez, hein, c'est moi qui le... Je ne prétends pas que vous le lisiez. Surtout que j'écris comme la confiance, oui. Je le relirai après. La bienveillance et la générosité. Générosité. La liberté. La joie de vivre. Oui, l'écoute. L'amour. L'humour. Et l'amour inconditionnel. La tendresse. La bonté. La passion. La simplicité. La transmission et la confiance en soi et puis la patience. La tolérance. La protection. La compréhension. La solidité. La reconnaissance. L'ouverture. La disponibilité. Ah, elle est belle celle-là, mais j'ai pas compris le premier mot. Là? Oh, vous avez eu de la chance, vous, là. Oui. Authenticité et altruisme. Altruisme, humanité. Oui, courage qui sort des deux côtés. La fantaisie, merci. Le partage. La légèreté. La chaleur. L'enthousiasme. La beauté. La beauté. La profondeur. La compassion. On avait déjà mis la joie de vivre, voyons là, déjà. La poésie. Bon, la tendresse, on avait déjà. La connaissance. Savoir-faire. Ah oui, la douceur. Le savoir-être. La justesse. L'engagement. Oh là là, là aussi vous avez de la chance, vous. L'audace.
le pardon. Bon. L'enthousiasme. Serviable. La serviabilité. Bon, l'idée, c'est pas d'être exhaustif, bien sûr, on pourrait faire une liste immense. C'est juste de saisir qu'est-ce que ça nous fait à nous, communauté d'êtres humains, ce soir, de se dire, tiens, ce qui nous a inspiré dans notre enfance, ce qui est encore vivant en nous, ce qui est chaud au cœur quand on y pense, c'est les valeurs de modestie, de confiance, de bienveillance, de générosité, de liberté, de joie de vivre, d'écoute, d'amour et d'amour inconditionnel, d'humour, de tendresse, les valeurs de bonté, de passion, de simplicité, de transmission, de confiance en soi, les valeurs de patience, la poésie, connaissance, savoir-faire et savoir-être, douceur, justesse, engagement, sensibilité. La tolérance, la protection, la compréhension, la fluidité, la reconnaissance, l'ouverture, la disponibilité, l'affirmation sereine de sa différence, l'authenticité, l'altruisme, l'humanité, le courage, la fantaisie, le partage, la légèreté, les valeurs de chaleur, d'enthousiasme, de beauté, de profondeur, de compassion, d'esprit d'aventure, d'audace et de pardon. Voilà ce que nous portons dans nos cœurs, voilà ce qui a fait sens pour nous, voilà ce qui nous a inspirés. Et d'une certaine façon, nous pourrions dire que nous avons résumé là le patrimoine commun de l'humanité. Les valeurs communes de l'humanité. Partout sur la planète, vous allez rencontrer des gens qui se disent « Moi, je ne cherche pas autre chose que la confiance, la bienveillance, la générosité, la liberté, la joie de vivre, l'écoute, l'amour, la tendresse, la simplicité, la poésie, le savoir-être, le savoir-faire, la justesse. » Les gens, nous, cherchons ça. Il semble bien même que ce soit le fil rouge de notre existence, ce vers quoi nous tendons de tout notre cœur. Il m'arrive, bien sûr, dans les conférences, de revenir avec certaines notions que j'ai développées dans d'autres. Il y a peut-être des personnes qui les ont déjà entendues, et j'espère que ce ne sera pas répétitif. Mon souhait, c'est que nous puissions rencontrer les mêmes enjeux. Ils sont là devant nous, et nous les rencontrons systématiquement au cours de nos vies. Mais bien sûr, nous ne les rencontrons plus au même endroit de conscience. Vous voyez ? L'idée, c'est l'éveil. De s'éveiller petit à petit à rencontrer les mêmes choses, mais avec une autre dimension de conscience. Et c'est pour ça que ce dessin que j'ai déjà fait dans la conférence sur l'intériorité citoyenne, pour montrer que nous tendons vers la joie, la paix du cœur, que c'est ça qui fait sens, nous pouvons le reprendre ici en disant, mais cette ligne rouge, ce fil rouge de nos existences, au fond, ce sont ces valeurs-là. Nous ne cherchons pas autre chose qu'à mettre en place ces valeurs-là. Il peut se faire que nous soyons distraits. Et que bien sûr au début c'est ça, l'amour, le partage, la bienveillance, la poésie, la fantaisie, l'écoute, l'affirmation sereine de soi. Hein. Puis tout d'un coup, oui, on prend des habitudes, des automatismes, on fait ce qu'on a toujours fait et donc on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Vous connaissez ce principe de systémique dégagé par l'école de Palo Alto. Hein, lorsqu'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. C'est une clé. Si nous voulons autre chose dans nos vies, faisons autre chose. Le risque, voyez-vous, c'est que nous nous retrouvions, malgré nous, pris dans ce que j'appelle des enfermements, dans des habitudes de fonctionnement, des automatismes de pensée, des idées toutes faites, qu'on ne remet pas en question, et on s'étonne de s'emmerder, pardonnez-moi l'expression, à sans souleur. Mais la vie est un flux, une pulsion. Il n'y a rien de fixe et de limité dans l'élan de vie. Regardez la nature, depuis le Big Bang, tout l'univers est en expansion. Tout est mouvement. Ça se voit dans la feuille qui tombe de l'arbre, dans l'oiseau qui passe. Mais cette planche est en mouvement, ce bâtiment est en mouvement. Tout est énergie et vibration. La physique quantique nous le démontre aujourd'hui de façon tellement spectaculaire. La montagne la plus solide est elle-même en mouvement. Il n'y a rien de fixe dans la nature. La seule chose fixe dans notre monde, c'est l'homme qui l'a inventé. C'est l'homme qui a inventé l'idée fixe. Le petit piquet de certitude auquel je m'accroche. Et je m'étonne de n'avoir pas plus de circonvolution, de périmètre que la chef de M. Seguin.
Inévitablement, c'est moi qui me suis accroché à mon petit piquet de certitude. Ça m'ouvre peu d'espace de liberté. On voit tout de suite que la transformation est à faire dans le logiciel pour quitter l'enfermement et revenir sur notre élan de vie, qui est composé des valeurs que nous venons de dire. C'est ça l'idée, quitter nos enfermements. Alors, si c'est ça le rêve que nous portons pour le monde, nous pouvons peut-être vérifier. Est-ce que ma façon d'être au monde incarne le rêve que j'ai pour le monde? Nous portons tous un rêve en nous. Un rêve d'un monde de paix, de rapports humains affectueux, généreux, partageants, écoutants, solidaires, attentifs. Est-ce que c'est comme ça que je vis tous les jours? Est-ce que je suis vigilant? Autrement dit, est-ce que je fais partie de la solution ou est-ce que j'entretiens le problème? C'est vraiment un engagement citoyen au quotidien. Alors, quels sont les ingrédients d'une façon d'être au monde qui fasse sens et envie? On en a ici les valeurs. Comment mettre ça en route? Et je voudrais vous partager ici un souvenir de l'époque où je m'occupais de gamins de la rue. Pendant 10 ans, je me suis occupé d'une association qui, à Bruxelles, s'appelait Flics et Voyous, parce que son patron était un flic, un commissaire à la police judiciaire, et son parcours m'avait touché parce que, comme vous le savez, j'étais moi-même avocat, mais lui-même avait été avocat, avait quitté un gros cabinet d'affaires qu'il devait reprendre, mais ça l'ennuyait, malgré les gros sous qu'il pouvait faire là-dedans, et la notoriété, pour devenir flic. Scandale dans sa famille bourgeoise, on ne devient pas flic quand même. Et il devient flic, et puis pour s'occuper de jeunes de la rue, et il crée cette association réalisant qu'il rien n'était fait pour aider les gamins à éviter de tomber dans la délinquance ou à en sortir quand ils étaient tombés. Et donc j'ai travaillé avec lui pendant 10 ans, et voilà une histoire qui m'a beaucoup inspiré, et à vrai dire, elle ne cesse pas de m'inspirer dans mon travail d'accompagnant des personnes. Nous organisions donc des activités qui permettaient aux jeunes de se rencontrer, de se connaître, de se stimuler, de se confronter un peu à des risques réels, concrets, en sorte de faire tomber les masques et de les faire se confronter à ce qu'ils sont vraiment et de découvrir certaines valeurs. Et notamment, nous amenons les gamins, ce sont des jeunes donc entre 13 et 19 ans à peu près, faire de l'escalade dans un camp militaire des paracommandos, un camp d'entraînement des parachutistes belges, que je connaissais bien pour y avoir fait moi-même mon service militaire. Et donc, dans ce camp, c'est le long de la vallée de la Meuse, ce sont des parois de grands rochers, ou les rochers sur lesquels est mort notre roi Albert précédent. C'est très beau, c'est la nature. Et on emmène, je me souviens cette fois-là, un groupe de 20 personnes, de 20 jeunes, et les directeurs d'établissement n'étaient pas trop d'accord. Ils m'ont dit, mais oui, mais ce lieu n'est pas gardé, il n'y a pas de barbelés, il n'y a pas c'est juste un camp d'entraînement, il n'y a pas de sécurité. Les gamins vont s'égayer dans la nature, vous allez les retrouver dans les villages des environs, ils vont faire du grabuge. On a dit, non, on sait ce qu'on fait, on a confiance. On a dû parfois signer une décharge, comme quoi on assumait tous les risques, ce qui n'est pas évident avec des gamins de cet âge-là. Et on les emmène là. Alors on arrive et on met son baudrier, on grimpe, on descend, on passe la journée au grand air, piste d'escalade, descente en rappel, plongeon de la mort sur les caps, piste de singe, enfin pont de singe, tout ça, pour se confronter. Ces gamins qui ne jouent qu'au volet dans des cours en béton, dans des institutions, ils sont là devant des sapinières, la brume qui se lève sur la vallée, le grand air, c'est surprenant pour eux. Le soir, on monte un camp de tente dans un verger pas loin. Il n'y a effectivement aucune clôture. On allume un petit feu. On cuisine un spaghetti sur un but à gaz. On tire un bac de bière. On est en Belgique quand même. On partage une bière au coin du feu. Et il n'y en a pas un qui est parti. Qu'est-ce qui fédère tous ces gamins dits incurables, voyous, récidivistes, futurs taulards à perpète? Toutes les étiquettes étaient sur leur front. Qu'est-ce qui fédère ces gamins rebelles? C'est le bien-être ensemble. Ça a ben du sens, comme on dit au Québec. Une journée comme ça, avec des adultes qui prennent soin de nous, sont enthousiastes, nous disent ce qu'on peut faire, par où on peut aller, ne sont pas dans un rapport d'autorité, mais de collaboration, de cogestion du groupe, et dans lesquels on apprend toutes sortes de belles choses.
et notamment des valeurs. C'est clair que nous avions vite compris que dire il faut s'entraider, puis il faut s'écouter, ça ne marche pas. La morale qui vient par en haut, on l'écarte. Ça crée de la rébellion. Mais il est évident que quand je suis au bord du précipice, que je tiens mon copain qui pend là en dessous, parce que c'est moi qui l'assure par au-dessus, c'est pas le moment de fumer une petite clope en étant distrait. Si je m'amuse une petite clope, le gamin, il s'écrase comme une bouillie dans le fond. Et donc l'attention, la présence est évidente. Inversement, si je suis moi-même en bas et que je le laisse descendre, mais je ne vois pas trop comment il est dans les rochers, je pense qu'il est arrivé, et puis je lâche, non, patience, expression, écoute, demander, entendre, tendre l'oreille. C'est évident que si je ne vérifie pas avec mon copain 3-4 fois, tu es bien arrivé, tu es assis, ou tu es assuré, il risque quelque chose. Et ainsi de suite. Et puis enfin, il y a des épreuves qu'on passe par deux, il faut s'épauler, se mettre sur les épaules les uns des autres, etc. Et donc montent par capillarité les valeurs qui font le bien-être de la vie ensemble. Écoute, entraide, partage, respect, patience, considération, comme une évidence. Non pas comme une loi morale qu'on impose flatch et qu'il faut subir, mais comme une évidence de la clé du bien vivre ensemble. Le soir, autour du bac de bière et du feu, quand tout le monde est ensemble, qu'est-ce qui fait qu'on est là? C'est qu'on est bien. Pourquoi être excentrique quand on est centré? Toute cette journée nous a permis de nous centrer. Alors il m'est apparu qu'il y avait des composantes à cette centration. La première, c'est la chaleur de l'amour, et dans ce cas-ci de la camaraderie, bien sûr. C'est chaleureux, c'est vivant, ça fait du bien. Deuxième, c'est la sécurité du respect. Personne ne m'a demandé d'où je viens, quel est mon dossier, si j'en ai longtemps atterré dans mon institution, si j'ai fait des trucs qui étaient graves. On m'a dit, tiens, mets ton baudrier, ça se ferme comme ça, attention, mets tes gants parce que la corde, ça brûle quand on descend, et tu peux faire duo avec Jean-François qui est par ici. Vas-y. De l'avant, pas de l'arrière. En avant. On va chercher par où ça va évoluer, et pas scruter pourquoi on en est arrivé là. Ça me fait penser à l'expression que Marshall Rosenberg en communication non violente utilise pour synthétiser à l'extrême son processus de connaissance de soi, c'est désormais. From now on. En avant. Qu'est-ce qu'on fait désormais? Peut-être il y a eu papa, maman, machin, truc, oui, d'accord. Mais maintenant. Chaleur de l'amour, sécurité du respect, et finalement, clarté et donc motivation du sens. Ça a du sens de faire des choses ensemble dans ce climat-là, avec cette sécurité et ce respect. Alors ces ingrédients-là me sont restés comme 3 clés de compréhension de l'humain. Quand je me suis retrouvé en cabinet d'accompagnement des personnes, comme dit thérapeute, accompagnant des personnes dans les cycles et saisons de la vie, j'ai pu réaliser que nous n'allons pas bien lorsque nous manquons de chaleur humaine. Nous n'allons pas bien lorsque nous ne nous sentons pas respectés profondément pour qui nous sommes. Pas juste une gentille phrase, je te respecte, mais sentir le respect pour l'être unique que nous sommes. Et puis nous n'allons pas bien du tout lorsqu'on ne voit plus le sens de ce qu'on fait. Voilà 3 clés, et sans doute pas exhaustif, mais pour comprendre peut-être ce qui peut nous permettre de réaligner notre vie sur notre élan de vie, si jamais nous sommes partis dans un égarement et peut-être même un enfermement dans des habitudes de fonctionnement, peut-être voudrions-nous restaurer la chaleur de l'amour, la sécurité du respect et la clarté du sens. En tout cas, peut-être pouvons-nous voir que c'est ça que nous allons pouvoir transmettre à nos jeunes, à nos enfants. Bien sûr que tous les jeunes dont nous nous sommes occupés à l'époque ne sont pas devenus des notaires, des banquiers, des assureurs, des bourgeois dans la bonne société. Évidemment que non. Beaucoup ont pu trouver un boulot, s'installer, se poser, se structurer, s'équilibrer. Mais certains sont repartis dans la galère. Et je pense à Joe qui est reparti dans la galère plusieurs temps. Il avait 17 ans, il était très malin et il était dealer de drogue. Alors c'est pas évident de s'intégrer à tenir une pompe à essence ou une caisse de grand magasin quand on a gagné 2 à 3 000 euros par mois en étant dealer. C'est pas facile de revenir à la réalité. Et donc, s'il était piégé là-dedans. Et qu'est-ce qui est nourrillant de Joe quand il repart? Bien sûr, il est le chef, il est reconnu, il a un statut social, il y a une certaine valorisation. Puis avoir beaucoup de sous, payer à boire et draguer les filles, ça a un certain sens, disons, dans une perspective un peu limitée. Mais à un moment, il s'ennuie, il est perdu. Il n'arrive pas à avoir les 3 choses ensemble. Il a peut-être beaucoup d'argent, donc un pouvoir, mais on le lui pique, on lui casse la gueule.
il a peut-être un certain ascendant sur les gens, mais ça n'a pas beaucoup de sens de risquer de se retrouver en prison. Et il a du mal à combiner sens, chaleur et respect. Et donc il revient vers nous en nous disant « les seuls trucs chouettes que j'ai fait dans ma vie, c'est avec vous. Et c'est pas tant les choses qu'on a faites ensemble, que comment on les a faites et dans quel esprit. » Au fond, la boussole intérieure, nous avons une boussole intérieure, tout à l'heure nous avons tenté de retrouver, c'est quoi ma boussole? Vers quoi je tends? C'est quoi ces valeurs qui m'ont imprégné et que j'aimerais retrouver dans ma vie? La boussole de Joe fait qu'il aime bien les activités avec nous, mais il est encore très aimanté vers succès, argent, pognon, reconnaissance sociale dans ce petit clan-là, et il repart en galère. Mais quand même, sa boussole avait saisi un peu de notre aimantation, et il revient vers nous. Parce qu'elle sent qu'il va se faire aimer, vraiment, pour qui il est. Il revient vers ça. Si j'utilise l'image de la boussole, c'est pour nous inviter à voir que nous pouvons, comme adultes, créer, être vigilants à créer, des climats fondateurs, dans lesquels les boussoles des jeunes qui sont en face de nous, que ce soit nos enfants ou des élèves ou des jeunes dont nous avons la charge, les boussoles puissent s'orienter. Sentir, je tends vers ça. Ça, j'aime bien. Ça, c'est un climat vers lequel je vais revenir. Bon, je ferai peut-être ma crise, je partirai peut-être à gauche et à droite, mais quand même, je suis bien aimanté et je sais vers quoi revenir. Et je nous propose de voir que là, nous avons un énorme pouvoir pour créer des climats, des ambiances qui soient fondateurs d'une aimantation. Et j'aime bien sûr le jeu de mots entre aimer et aimanter. J'ai trouvé une jolie phrase dans un article sur quelqu'un qui s'est occupé de jeunes dans les banlieues de Paris, et je lui rends hommage parce que je ne connais plus son nom, mais il disait ceci: la mécanique de la violence est assez simple au fond. Regardez, si à la maison on chantait, là où on chantera, je me sentirais à la maison. Mais si à la maison on se battait, là où on se battra, je me sentirais à la maison. Oui, l'idée... Le pouvoir que nous avons de créer des climats pacifiants, écoutants, dans lesquels ces valeurs sont non pas dites, mais témoignées. L'écoute, la tendresse, le partage, l'attention, l'affirmation sereine de sa différence. Et là, ça nous demande, bien sûr, comme adultes, d'avoir travaillé sur nous pour accepter la différence de l'autre. Si je n'accepte pas trop ma différence, si j'ai du mal à mettre en route ma propre différence, j'ai du mal de voir que mon gamin s'autorise, s'affirme, prend de l'extension. Hein, c'est difficile. Ça nous demande que nous ayons nous-mêmes bien vécu nos émotions. J'ai accompagné tellement de parents qui arrivaient en disant « Mon gamin fait des colères pas possibles, j'aimerais bien qu'avec votre approche, vous puissiez l'aider à ne plus faire des colères pareilles. » Alors je dis « Je vous proposerais de venir tous ensemble. » Et alors, le père commence en disant « Oui, j'en ai marre qu'il tape sur ta petite sœur. Je comprends pas pourquoi il tape sur ta petite sœur, c'est incroyable. » Alors je me tourne vers le gamin, je dis « Tu te reconnais là-dedans? Est-ce que tu tapes sur ta petite sœur? » « Oui, ça m'arrive quand elle m'énerve, mais pas tant que ça. Mais moi j'ai quelque chose à dire. J'en ai marre que mon père me tape dessus. » Ah bon? Il y a des systèmes, voyez-vous. Tout est système. Et ça nous demande de l'humilité, de bien vouloir reconnaître notre contribution au système. Nous aimons tant nous voir parfaits. Et nous confondons simplement la beauté de notre intention avec le résultat. Ce n'est pas parce que notre intention est généreuse que ce que nous faisons est adéquat. Et là, ça te demande vraiment de la vigilance, du recul, de l'intériorité. Quelques causes peut-être pour voir pourquoi c'est si difficile d'être en lien avec nos élans, d'incarner ce fil rouge, alors même que c'est ce que nous chérissons, c'est ce dont nous rêvons. Qu'est-ce qui fait que nous avons tant de mal à mettre ça en route? Alors, sans repasser bien sûr sur les thèmes d'autres conférences, parce qu'elles sont largement développées dans Cessez d'être gentil, soyez vrai particulièrement, je voudrais relever que très largement notre éducation nous tire hors de nous, au lieu de nous inviter à une capacité de recul qui nous permette de nous aligner sur notre élan de vie. Notre éducation nous tire hors de nous, fait le programme, soit à l'heure, obtient un bon diplôme. Hein. Et alors nous sommes tirés de plus en plus dans ce qui n'est pas forcément notre élan de vie.
Et malheureusement, devenus adultes, nous serons piégés par l'idée que c'est pas grave, je me trompe, mais je vais pédaler de plus en plus vite, le nez de plus en plus dans le guidon pour ne pas voir que je ne suis plus du tout sur mon chemin. Parce que c'est douloureux de se dire, attends, je m'éloigne de moi. Attends, il est peut-être temps que je m'assoie. Attends, c'est pas le monde qui va trop vite, c'est moi qui m'égare. Ça n'est pas forcément confortable. Et cependant, comment voulez-vous être heureux sans faire ce constat salutaire, je pédale trop vite en dehors de mon chemin. Alors, parmi les pièges de l'éducation, il y a 5 pièges que je développe dans ces CD gentils. Je ne vais pas les reprendre tous les 5 ici, c'est pas le lieu. Mais juste rappeler ce piège que gentil garçon, gentille fille, pour autant que nous nous reconnaissions dans cette image, mais souvent nous avons encodé en nous l'idée que, attention, l'amour est à acheter. C'est l'amour conditionnel, malheureusement. Je dois faire des choses pour que papa et maman soient contents. Je dois être gentil, faire un beau sourire, ramener des beaux points de l'école, mettre de beaux costumes pour aller chez bonne-maman dimanche et donner la belle main à la madame. Je caricature un peu. Mais j'ai pas trop le droit de penser différemment. Si je développe des idées religieuses ou philosophiques un peu différentes de mes parents, des idées philosophiques ou politiques un peu différentes, si par rapport à la possession, à l'argent, au bien, j'ai des idées différentes, est-ce que je suis bien accueilli? Sereinement, dans l'accueil serein de ma différence? Et donc souvent on s'est dit, il faut que je fasse plaisir, je vais faire plaisir. Et donc ça nous piège dans le piège du faire plutôt que l'être. Alors ça nous amène effectivement à régler les problèmes de l'intendance, de la logistique, faire tourner la maison, les courses, le ménage, leur passage, l'organisation des vacances. Mais parfois nous oublions d'être ensemble avec soi d'abord, avec toutes les parties de soi, d'être ensemble avec l'autre, toutes les parties de l'autre, celles qui nous enchantent et nous émerveillent, mais celles qui nous pompent aussi parfois un petit peu, qui nous pèsent, parce que souvent ce qui nous pompe ou ce qui nous pèse, c'est ce que simplement nous n'avons pas pris le temps de bien comprendre. Et que l'autre est peut-être là pour nous inviter à ouvrir notre capacité de compréhension, notre capacité d'écoute, notre capacité à nous asseoir, à ne rien faire du tout, qu'être là, à l'écoute. Et ça nous demande de travailler à démanteler un vieux mécanisme de performance dans les choses à faire. J'assistais il y a peu de temps, quelques jours, à une conversation entre une jeune fille qui est à l'école, ses parents, et la jeune fille ne voulait pas retourner à l'école après les vacances de Noël. Ses parents disent, mais si, c'est l'école, quoi, ça roule, tu as eu des bonnes vacances, tout va bien. En tout cas, la maman était comme ça, argumentant positivement, tu as eu de bons résultats, hein, tout s'est bien passé, il n'y a pas de problème, quoi. Et elle dit, non, je ne veux pas aller à l'école, j'en ai marre de l'école, ça ne sert à rien à l'école, bon. Et papa avait un peu plus d'écoute. Je vois le papa qui dit, est-ce que tu te sens mal à l'aise à l'école? Oui. Et là, les larmes qui montent aux yeux. Et est-ce que c'est difficile pour toi de clarifier le mal à l'aise? Oui, je ne veux pas vous le dire. Et le papa continue avec beaucoup d'empathie. Est-ce que tu veux dire que tu crois qu'on ne va pas bien te comprendre? Oui, j'ai peur que vous rigoliez. Ah, donc tu voudrais être sûr que tu peux nous dire que tu es embarrassé et qu'on ne va pas rigoler, qu'on va respecter ça? Oui. Alors, le papa dit, je te promets que je vais respecter tout ce qui est vivant en toi. Je t'écoute. Et la maman continue un peu plus organisatrice. Mais écoute, dépêche-toi, tu dois faire ton sac. Enfin bon, hein. Il n'y a pas de pierre à jeter sur les mamans, rassurez-vous. On est tous des humains. Et finalement, la fille dit, mais j'en ai marre de retourner à l'école parce que je trouve pas, j'ai pas de copine. Ah, dit papa. Le papa, tu n'as pas trouvé de copine? Je pensais que tu en avais lu l'autre. Non, elles sont toutes plus âgées que moi et elles ont des conversations de grandes filles. Elles venaient d'entrer dans le niveau secondaire et elles papotent de fringues, d'habits et moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de jouer à la cour de récré. J'ai envie de m'amuser. Ah, donc tu réalises que tes copines ont d'autres conversations que toi et tu te sens pas trop incluse. Ben oui, c'est ça. Ah ben je comprends, dit papa, que ce soit pas gai. Voilà cette petite fille avec gros sur le cœur. Rien de grave vu de l'extérieur. Elle a très bon point, elle a quand même 2-3 copines. Mais le fait qu'à l'âge qu'elle a, elle est encore un peu jeune dans sa classe, les autres sont déjà plus proches de l'âge adolescent, les copines parlent fringues et garçons, et Facebook et autres machins, et elle a envie de jouer et de s'amuser. Alors, ça demande de l'écoute, une disponibilité, plutôt que de faire et de raisonner, d'argumenter.
Et malheureusement, là, il y a une vieille programmation, c'est que nous essayons encore de résoudre les conflits par le fait d'avoir raison. Au lieu de tenter de bien se comprendre. Et je voyais juste que le papa se disait, on va essayer de bien se comprendre. Je ne peux rien faire pour aider ma fille à grandir plus vite. Son âge est juste. Mais j'ai vu le père lui dit, écoute, est-ce que tu aurais juste besoin d'accepter que pour toi, avoir envie de jouer à 12 ans, c'est encore très juste? Que tes copines ont juste grandi peut-être un peu plus vite, peut-être elles sont juste un peu plus âgées que toi la plupart du temps. Effectivement, tu es la plus jeune de ta classe. Et la petite fille tout en larmes reconnaissait, oui, j'ai besoin d'accepter ça, mais juste c'est triste que je sois un peu seul. Et alors le papa lui a dit, mais on organisera des rencontres avec tes copines du même âge le week-end. Oui. De l'écoute, de l'attention. Et surtout pas prétendre d'avoir raison, mais tenter d'aller voir si on est ensemble. Vous connaissez cette phrase, je l'ai peut-être déjà citée ici, mais Marshall Rosenberg, avec qui je me suis formé à cette approche de la communication non violente, me dit un soir, alors qu'on était dans un stage où on animait à plusieurs assistants avec lui, il me dit, tu sais, nous avons un choix fondamental dans l'existence. Et moi j'écoute l'oracle du grand praticien de la relation humaine. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et il citait d'ailleurs un message spirituel, la phrase n'est pas de lui, il dit, ce choix c'est être heureux ou avoir raison. Et je peux vous dire que cette petite phrase m'a tiré salutairement le tapis sous le pied. Moi qui étais encore avocat à l'époque, je me formais à la pratique de la communication non violente et à des approches thérapeutiques, mais mon métier était encore d'argumenter. J'en avais fait mon métier, avoir raison. Et malheureusement, je ne changeais pas de logiciel en rentrant dans ma relation de couple. Quand il y avait un conflit, je voulais avoir raison. Et je m'étonnais d'être aussi malheureux que la biquette de M. Seguin. Alors je réalise que c'est tout un travail, que de lâcher cette vieille idée, on va vivre les rapports humains comme des rapports de force. Non, non, ça ne rend pas heureux. On va vivre les rapports humains comme des rapports de collaboration. Tout le temps, chaque fois. L'autre est toujours un collaborateur, même s'il ne le sait pas. Encore. C'était le piège du fer qui est un des 5 pièges liés à notre éducation. Mais ce soir, je préférerais évoquer quelques pièges qui ont trait à la communication et qui sont particulièrement des pièges que permet de travailler la communication non violente, dont la communication non violente nous permet de sortir d'une façon qui, pour moi, m'a beaucoup touché. Et c'est pour ça, notamment, que je suis si heureux de la partager, de la faire connaître. Le premier des pièges dans la communication, c'est le jugement. Vous aurez vu que nous sommes très habitués à juger et à juger vite. Et le jugement nous coupe de nous coupe de l'autre. Ça ne sert pas la vie. Le processus en communication non violente nous invite à ressentir nos sentiments, nos besoins et à nous relier aux sentiments et aux besoins de l'autre. Et ce travail d'éveil nous permet de nous rencontrer plutôt que de juger. Exemple. C'est un exemple que je cite dans un de mes livres. Jeanne est une mère qui vient faire un stage de communication non violente et qui travaille le jugement. Alors elle dit, moi j'ai une situation dans laquelle, c'est pas un jugement, c'est la situation, ma fille est difficile, me dit-elle. C'est comme ça. Elle parle d'une gamine de 11-12 ans. Et évidemment le reste du groupe rit en disant, écoute là franchement c'est quand même un jugement. Elle dit, non, je vous jure, c'est pas un jugement, elle est comme ça. C'est intéressant, première remarque, de voir que cette maman est trop collée au phénomène pour voir qu'elle juge. Pour elle, c'est tellement sa réalité. Elle est tellement patouillée là-dedans qu'elle ne sait pas comment se faire qu'elle ne voit pas qu'elle juge. Donc ça nous éclaire sur combien c'est difficile de s'extirper pour se voir fonctionner. Alors je lui dis, effectivement, c'est un jugement, ta fille est difficile. Mais il y a certainement des circonstances qui te donnent cette impression. Tu pourrais voir quelles sont les circonstances. Alors elle cherche un peu les faits objectif, incontournable. Elle dit, oui, ça fait 3 mois que ma fille rentre de l'école vers 4-5 heures en disant, maman fait chier l'école. Ah, ça c'est un fait. Hein. Depuis 3 mois, elle rentre vers 5 heures et elle dit systématiquement une phrase du style, maman fait chier l'école. Bon. Et je lui dis, comment toi tu te sens par rapport à ça? Alors je me sens inquiète, ça c'est mon sentiment. Et ton besoin? Je vérifie d'aller voir son besoin. À l'intérieur de mon besoin, c'est d'être assuré qu'elle est intégrée dans la classe, un besoin d'intégration, d'appartenance à son groupe, mais aussi un besoin de sens, qu'elle voit le sens de ce qu'elle fait au fond. Oui, tu as certainement un besoin d'appartenance, notamment pour tous les êtres, mais notamment pour ta fille, et certainement un besoin de sens. Tu voudrais être assuré qu'elle voit le sens de ce qu'elle fait. Tu n'as pas d'autres besoins? Elle dit, non. Et je ne peux pas t'en proposer un. Est-ce que tu n'aurais pas le besoin de comprendre ta fille? Ah oui.
son franc tombe, si vous me passez l'expression. Et de nouveau, c'est juste pour illustrer que quand on est trop collé dans l'affectif avec cet enfant-là, pour lequel on veut le meilleur, évidemment, c'est difficile de voir objectivement qu'est-ce qui serait juste. Ça demande du recul, de s'asseoir dans la chaise, de l'intériorité pour vérifier. Et donc cette maman, tout d'un coup, prend conscience, ben oui, j'aurais peut-être besoin de comprendre ma fille, pourquoi est-ce qu'elle dit ça, au fond? Ah, voilà. Alors maintenant que tu as constaté ton besoin de compréhension, c'est une des valeurs, la compréhension, tu restes là à attendre 250 ans, la compréhension tombe du ciel. Hein? Ah ben non, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Je vois pas, dit-elle. Ah ben écoute, tu peux pas tout simplement lui demander, ma fille, y a-t-il un problème à l'école? Et de nouveau, je poursuis pour dire que cette maman, de nouveau, est tellement collée à la chose qu'elle ne voit pas qu'il suffirait de s'asseoir et de lui demander. Elle est dans le faire. Et elle me dit, tu as peut-être raison, c'est vrai que quand elle revient dans cet état et qu'elle me dit, maman, fais chier l'école, moi je suis tellement inquiète qu'elle va beaucoup louper ses examens, qu'elle va doubler, peut-être partir en décrochage scolaire, que je lui dis, va dans ta chambre, prépare tes leçons et fais tes devoirs parce qu'il faut travailler. Et ma fille, évidemment, ça l'énerve. Elle monte l'escalier en faisant sonner toutes les marches de l'escalier pour bien me faire râler. Elle met la musique à fond, celle que je déteste, le hard rock ou un truc comme ça, qu'elle dit la maman, parce que c'est que j'aime pas. Et évidemment qu'à vers 7 heures du soir, quand je demande les enfants, j'aurais besoin d'un peu d'aide, elle ne descend jamais pour m'aider. Ah ben oui. Et bien maintenant que tu as réalisé que tu as besoin de comprendre ta fille et que tu pourrais lui en faire la demande, je te propose d'essayer. L'atelier se passait en plusieurs jours, c'était plusieurs lundis d'affilée. Elle revient le lundi suivant en disant, j'ai parlé à ma fille. C'est incroyable. Alors elle est rentrée de l'école, elle m'a dit, maman, fais chier l'école. Moi je me suis accroché à la table de la cuisine pour pas lui dire, va dans ta chambre étudier tes leçons. Je me suis rappelé, être plutôt que faire, oui d'accord. Hein. La connexion avec l'autre plutôt que le résultat, d'accord. Hein? Et je lui ai dit, est-ce que tu es embarrassé, quelque chose ne va pas à l'école? Et ma fille m'a ouvert les grands yeux, elle m'a dit, oui maman. Ça fait des mois que je te le dis. J'ai dit, écoute, j'ai pas vraiment compris, mais tu veux qu'on en parle? Et ma fille s'est assise avec des yeux de harançor. Et elle m'a raconté toute une histoire, comment ça a pu comprendre les mathématiques, qu'elle a posé des questions que le professeur lui répondait, mais qu'à un moment les gamins riaient autour d'elle, qu'à la cour de récréation on lui faisait des petites danses en se moquant d'elle parce qu'elle pigeait pas, et que maintenant même aujourd'hui le professeur lui dit ras-le-bol, vous prendrez des cours particuliers parce que je peux pas retarder tout le monde. Je comprenais sa détresse, sa solitude, son désarroi. Oh là 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 là. Alors j'ai juste écouté, j'ai dit, je comprends que tu sois triste et que tu as besoin d'être reconnu dans ta différence, c'est très important. Oui, maman. Elle m'a fait un gros bisou et elle m'a dit, je dois faire mes devoirs, je remonte. Elle est partie. Et moi, vers 7 heures, je m'apprête à appeler les enfants comme je fais d'habitude pour dire que j'ai besoin d'aide pour leur repas. Et qu'est-ce que je vois qui descend sans même que j'ai appelé et qui me dit, maman, je peux t'aider? Ma gamine. Attention que c'est pas magique ce que je vous raconte là. C'est pneumatique. C'est un effet systémique, vous voyez les messages qu'on envoie comme ça dans les grands magasins. Hein. Pneumatique. Imaginez la gamine qui rentre avec gros sur la patate. J'arrive pas à poser des questions en mathématiques, tout le monde se moque de moi. Elle arrive, elle dit, maman, fais chier l'école. La gamine, elle n'a pas appris le langage de la vie intérieure pour dire, maman, je suis un peu embarrassée, mon besoin de reconnaissance dans la différence n'est pas satisfait. Elle n'a reçu aucun cours de connaissance d'elle-même. Donc elle arrive avec le jargon que tout le monde a, qui est le nôtre aussi quand on n'a pas appris ça, c'est « fais chier l'école ». La maman, qui est dans le faire, soucieuse de bien faire, va travailler. Et c'est une mécanique. Lorsqu'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Ce jour-là, la gamine revient avec encore plus gros sur la patate que c'est le prof qui veut même plus maintenant l'écouter et qui dit qu'elle retarde tout le monde. Elle arrive, fait chier l'école. Et elle entend sa maman lui, est-ce que tu es embarrassée? Il y a quelque chose qui ne va pas à l'école? Est-ce que tu aimerais qu'on en parle? Mais mon Dieu. Elle se pose, elle vide son sac, il y a une oreille écoutante. La maman ne lui donne pas de conseils, ne cherche pas de solution, ne dit pas ce qu'elle devrait faire. La maman lui apporte le cadeau le plus précieux que nous puissions nous apporter, de l'écoute bienveillante, sans rien faire. Et à un moment, la maman reflète, donc tu es vraiment triste parce que tu aimerais te sentir reconnu dans ta différence et accepté dans ta différence, que tu as un autre rythme que les autres. Oh, que ça fait du bien! Qu'est-ce qu'on est bien avec maman à la cuisine? Mais bon, j'ai quand même les devoirs à faire. Allez, à tantôt maman. Hop, elle monte faire les devoirs finis, où est-ce qu'on retourne? Mais la boussole fait, hop, je rentre évidemment chez maman. C'est l'évidence, je retourne là où il fait bon vivre. Rappelez-vous le feu de camp avec les gamins. Qu'est-ce qui fait d'air? Le bien-être ensemble. La boussole ne se trompe pas.
Et donc je descends, j'ai fini mes devoirs, parce que ça va être agréable d'être avec quelqu'un qui m'écoute, avec qui on peut papoter, sans se faire gourmander, diriger, conseiller. Voilà. Alors en travaillant un cran plus loin avec la maman, qu'est-ce qui faisait que c'était si difficile pour la maman de transformer son jugement? Ma fille est difficile en sentiment. Je suis inquiète, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, j'ai besoin de m'assurer qu'elle est bien intégrée et qu'il y a des difficultés, je peux les comprendre, etc., etc. Et la maman plonge un peu dans l'intériorité et réalise, ben, tu sais, moi j'ai pas eu beaucoup l'occasion de m'écouter, de me comprendre, et j'ai jamais pu me plaindre. J'avais un papa militaire et à la maison ça marchait au coup de sifflet. Et donc je suis très mal à l'aise avec l'inconfort et la plainte. Je ne peux pas écouter l'autre tant que je n'ai pas appris à m'écouter moi. Voilà une première clé pour sortir du jugement. Apprendre à nous écouter, nous, en sorte de développer une capacité d'écoute de l'autre. Le deuxième piège qui est récurrent dans les relations, et particulièrement avec les enfants aussi, c'est la croyance qui enferme. Tu n'y arriveras jamais. Si tu te conduis comme ça, tu vas à ta perte. Vous savez que l'on crée ce qu'on craint. Nos croyances sont certaines pratiques, certaines traditions nous disent que les croyances sont des prophéties qui s'autoréalisent. Hein. C'est le sortilège des anciennes sorcières. Hein. Et effectivement, le risque est qu'effectivement, à force de se conditionner dans une certaine croyance, on finisse par obtenir ce qu'on craint plutôt que ce que l'on veut. L'exemple que je vais vous citer est celui d'une maman, une maman marocaine qui vit à Bruxelles et qui vient en stage et qui dit qu'elle est très inquiète parce que sa fille porte un petit short en dessous du nombril et un petit t-shirt au-dessus du nombril. Et qu'il y a donc un espace entre les deux de chair nue. Et elle dit, ma fille va à sa perte. Et je lui dis, si elle continue comme ça, elle va mal finir. Et la maman est très inquiète. Alors, je prends soin de tenter de comprendre son inquiétude et son besoin. Je dis, est-ce que tu es préoccupé parce que tu aurais besoin d'être assuré qu'elle peut se faire respecter? Ah oui. Est-ce que tu aurais besoin d'être assuré qu'elle peut notamment se faire respecter des garçons et mettre des limites à temps? Ah ben oui, bien sûr. Il y en a plein qui rôdent autour d'elle. Moi, j'ai très peur qu'elle soit abusée ou qu'elle ne sache pas justement la limite juste. Donc, tu voudrais pouvoir lui faire confiance, qu'elle peut connaître la limite juste et la mettre à temps. Ah, je voudrais bien ça. Oui. Et en même temps, toi-même, tu es inquiète. Pourquoi? Mais je suis inquiète parce que c'est pas ma tradition. Je suis pas habitué à ça. Chez nous, on se couvre. Ah. Et donc, ton besoin derrière ça, ce serait quoi? Mais le respect de la tradition, mais aussi le respect d'une appartenance à notre groupe, dit-elle. On est un groupe. Et c'est pas évident de rester à l'étranger sans perdre son essence. Donc tu as un besoin d'appartenance, je lui dis, et un besoin de garder l'esprit de votre culture. Elle dit, c'est tout à fait ça. Maintenant, est-ce que tu peux tenter de comprendre ta fille? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'habille comme ça, différemment de vous? C'est quoi son besoin à elle? Alors c'était une maman très bienveillante. Elle prend le temps de réfléchir à l'intérieur d'elle-même. Et puis elle a les larmes aux yeux et elle se relève en disant, mais je pense qu'elle a le même besoin que moi. Elle a besoin d'appartenance. Et effectivement, je dois sans doute accepter qu'elle est plus complètement dans notre tradition. Elle est aussi en Europe avec d'autres jeunes gens et qu'elle a besoin de s'intégrer dans ces groupes-là. Et j'ai aussi besoin d'accepter que ce n'est pas parce qu'elle s'habille comme ça qu'elle va y perdre sa vertu pour autant. Vous voyez le déclic, l'ouverture, quand on quitte la croyance et qu'on la travaille en connaissance de soi, sentiment, besoin, et en compréhension de l'autre, sentiment, besoin. Le troisième piège qui peut nous rendre la conversation difficile avec l'autre, c'est le piège de la pensée, la conversation, la relation difficile avec l'autre, c'est le piège de la pensée binaire. La pensée binaire qui est divisante, soit, soit. Une porte est ouverte ou fermée, c'est noir ou c'est blanc. C'est extrêmement tétanisant. Et là, je voudrais rappeler une histoire qui est plutôt de dialogue intérieur, mais qui peut nous aider à comprendre nos ados, nos jeunes, peut-être même nos enfants. C'est l'histoire de Charlotte. Charlotte arrive en thérapie après 2 tentatives de suicide. Elle a 20 ans. Elle est une belle personne à tout point de vue. Elle est gracieuse physiquement et intérieurement. Elle est généreuse. Elle a envie de s'occuper de projets humanitaires. Et en même temps, elle est une grande artiste. Elle a beaucoup de talent. Une des premières choses qu'elle me dira en thérapie, c'est, après ces 2 tentatives de suicide, elle est donc complètement en dépression, elle me dit, tu sais, je suis un trop petit passage pour la puissance de vie qui court en moi. Il y a trop
trop de vie en moi, j'arrive pas à gérer tout ça. Et effectivement, la puissance de vie la met sous pression, elle ne sait pas traiter ça, elle part en dépression, et la souffrance est telle que pour supprimer la souffrance, la seule voie qu'elle ait trouvée, c'est de se supprimer elle-même. Alors je vous passe le détail du travail qui s'est fait avec Charlotte, mais elle est prise entre deux pôles, dans une pensée binaire. Elle voudrait s'occuper de Médecins sans frontières et s'occuper des gens qui souffrent, mais en même temps, elle est une grande artiste. Alors quand elle part dans son rêve de Médecins sans frontières, c'est fantastique. Elle va s'occuper des gens, mais on ne dessine guère dans les camps de réfugiés. Oui. Bon, alors je reste à Bruxelles, je fais ma haute école de peinture, je vais devenir une grande artiste, je ferai des expositions, ce sera magnifique, mais est-ce que je peux m'occuper de mon petit pinceau, mon petit talent, alors qu'il y a des gens qui crèvent? Elle est tétanisée, Charlotte. Il n'y a que du beau en elle, que de la générosité. Mais elle n'a pas appris les processus de réconciliation intérieure. Elle n'a pas ce modèle autour d'elle. Et ses parents, malheureusement, avec la plus généreuse des intentions, lui disent « Charlotte, tu as 20 ans, il faut choisir. » Flouf, remettant de la pression sur ce petit être déjà complètement déchiré. Et on voit tout l'amour des parents, évidemment, ce n'est pas ça qui est en cause. C'est juste que ce n'est pas adéquat. L'idée, c'est d'écouter Charlotte dans toutes les parties d'elle et d'aller voir comment est-ce qu'elle pourrait réconcilier. Alors je vous passe le détail du travail, mais si aujourd'hui Charlotte est art thérapeute pour enfants, quelque part en Belgique, si aujourd'hui Charlotte met son talent d'artiste si fin, si génial, si inspiré au service d'une cause sociale et peut-être même humanitaire, comme on sait combien d'enfants sont dispersés, ont des difficultés d'attention, etc., c'est qu'elle a travaillé la connaissance d'elle-même et les processus de réconciliation intérieure. Alors je nous invite à voir que nous sommes entourés de toutes sortes de Charlottes. Beaucoup de jeunes sont dans ce tiraillement, avec une grande aspiration, généreuse, idéale, idéaliste, très altruiste souvent, très désintéressée, et une grande difficulté à mettre ça en place. Et ça nous demande donc beaucoup d'écoute, de disponibilité, de non-jugement, d'accueil de la différence, pour que l'enfant, le jeune, puisse laisser les parties d'elle-même danser ensemble, jusqu'à ce qu'elle trouve le pas qui est juste, vous savez. On a beaucoup de plaisir à danser à deux, mais il ne s'agit pas de se marcher sur le pied. L'idée, c'est vraiment de trouver quel va être le pas qui est juste, pour qu'ensemble, on ait un plaisir fou. Je ne te marche pas sur mes pieds, tu ne me marches pas sur les miens. Hein. Et bien, l'idée, c'est de danser, laisser les parties intérieures danser ensemble pour qu'elles s'accordent dans un pas qui soit juste. Disponibilité, attention. C'était le piège de la pensée binaire. Et enfin, le quatrième piège que nous explorons en communication non violente et qui peut bien nous aider dans le rapport aux jeunes, c'est le piège du « il faut ». Il faut, tu dois, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Nous proposons de voir que c'est une pauvre façon de parler d'amour. Tous les formateurs en communication non violente pourront témoigner, en tout cas dans mon parcours, ça fait 17 ans que j'enseigne ça, je n'ai pas trouvé de « il faut » qui ne puisse se dissoudre en un « j'aime ». Je tiens à. Et j'accepte les conséquences désagréables de mon choix. Et ce n'est pas parce qu'il y a des conséquences désagréables de mon choix que ce n'est pas un choix. Que ce n'est pas un « je tiens à ». Et ça nous permet de décaper une grande illusion qui nous ferait croire que pour que ce soit un choix, il faut que ce soit 100% bénéf, sans aucun inconfort. Et que s'il y a de l'inconfort, c'est que c'est une contrainte qu'il faut subir. Non, non. Nous y reviendrons. Un petit exemple. Imaginez le papa qui dit à son ado de 15 ans ben, « Tu sais, il faut que je travaille, moi, j'ai pas le choix, c'est comme ça dans la vie, il faut gagner sa croûte, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Allez, bonne chance et à ce soir. » Avec une énergie à 45 degrés. Hein. Comment voulez-vous allumer le feu dans le cœur d'un enfant qui grandit et qui cherche du sens, de l'idéal, de l'énergie, de la motivation? Comment voulez-vous allumer du feu chez l'autre si vous êtes en cendres? Ça va pas. Alors je ne dis pas que tous les papas ou les mamans du monde qui travaillent font le boulot dont ils rêvent. Et j'en parle avec d'autant plus de sympathie que je me suis retrouvé moi-même dans un travail qui se révélait alimentaire, mais qui ne me nourrissait pas mon être quand j'étais juriste. Et qui m'a fallu du temps, de l'intériorité et puis un processus pour transformer.
Et je dis que l'on peut vivre les choses avec lucidité, discernement. Alors, on peut reprendre la chose comme ceci. Tu sais, je ne fais pas vraiment le boulot que je veux. Je fais un travail plutôt alimentaire parce que ça nous permet un certain confort, un peu d'aisance même, on peut s'offrir des vacances. J'ai envie que vous ayez une bonne éducation, que vous puissiez faire du sport et voyager. Ça me tient fort à cœur pour votre éducation. En même temps, ma fibre, c'est l'écriture. J'ai étudié le journalisme, par exemple, et j'aimerais refaire des papiers. Mais aujourd'hui, qui va engager un vieux comme moi? Donc je garde l'idée de faire peut-être un petit roman plus tard. Allez, bonne journée, à tout à l'heure. Je ne dis pas que ça change tout, mais je pense que dans la tête du gamin qui est là, et qui entend son père partir au boulot dans cette disposition, il y a un peu plus de chances pour qu'il se dise « Tiens, mon père est un homme responsable. Mon père est un homme qui fait certains choix parce qu'il a des valeurs qu'il privilégie en toute conscience et il sait qu'en privilégiant ces valeurs-là, eh bien, il y en a d'autres qui sont peut-être laissées un peu de côté. Il y a des conséquences désagréables à tout choix. » Et donc je comprends, moi, gamin, un petit peu mieux pourquoi le prof me demande d'être à 8 heures au cours. C'est pas forcément confortable, je préférerais rester dans mon lit jusqu'à 9h30. Mais ça me permet d'apprendre ensemble. C'est clair que quand je dois faire des cours de rattrapage tout seul, je m'ennuie à 100 sous l'heure. C'est plus rigolo d'être en classe avec les copains. C'est pas il faut, c'est je choisis. Mais voyez combien nous-mêmes adultes sommes encore malheureusement imprégnés de siècles de vieille éducation morale qui vient par-dessus, au lieu de monter par-dessous, comme une motivation, comme les valeurs que je vous rappelais pour les jeunes dans le camp d'alpinisme. Je me souviens d'avoir vu à la télévision il y a quelques années, à la rentrée de septembre, le journal parlait qui entre, c'était ici en France, ça n'arriverait évidemment pas en Belgique, mais la télévision qui entre dans les classes, les enfants, etc., et qui filme quelques prises de contact. Et je me souviens de cette prise de contact-ci qui m'avait frappé. Le prof de géographie arrive, se met au pupitre, les élèves sont là. Bon, je suis votre prof de géo. Pour moi, la discipline est essentielle. C'est fondamental dans mon cours, vous êtes à l'heure au cours, sinon vous êtes en retenue le mercredi. Ok? Bon, cette année-ci, la matière va être, et il commence. Et je me suis dit, mais voilà comment, en 2010, un être humain ouvre la porte de la relation avec 25 gamins qu'il va accompagner pendant une année dans l'ouverture au monde. Mais c'est extraordinaire. Il faut, tu dois, c'est comme ça. C'est moyenâgeux. Alors je nous propose de voir que nous pouvons transformer ça. Bon, je suis votre prof de géographie. J'ai un énorme plaisir à vous enseigner cette matière. Nous allons monter sur des montagnes, voyager dans les galaxies, descendre sous la Terre, enfin un voyage extraordinaire. J'aimerais bien qu'on soit à l'heure pour le faire ensemble. Vous aimez être tous ensemble à la partie de foot. C'est plus agréable de la jouer avec tous les copains ensemble. Ça vous va d'imaginer que le cours de géographie puisse être aussi excitant que la partie de foot? On essaye. Vous aimeriez pas plutôt cette version-là? Transformer le logiciel. Je ne connais pas d'enfants paresseux. J'en ai accompagné beaucoup. Mais je connais des millions d'enfants démotivés. Ça me rappelle une petite phrase que j'ai gardée ici. Du professeur Philippe Jean May, psychiatre, président du Congrès de la Société européenne de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescence, qui dit ceci. Ce qui l'inquiète le plus, ce sont les adultes eux-mêmes, très déprimés, et leur incapacité à donner des limites aux ados, à leur dire on n'accepte pas, on n'est pas complice, et il y a maintenant une nécessité de remotiver les adultes. Les enfants ont besoin du plaisir à vivre des parents. C'est cette phrase-là qui m'avait touché. Les enfants ont besoin du plaisir à vivre des parents, de la motivation, de la joie de vivre. Et je ne dis pas que la vie soit facile, certainement pas, mais ça nous demande donc particulièrement une vigilance. Et j'aime l'expression d'hygiène de conscience pour nettoyer, désencrasser nos moments de tristesse, de découragement et retrouver la motivation. Voilà les 4 pièges de la communication que nous pouvons aborder. Faute de ça, nous risquons de nous retrouver dans des systèmes un peu maladifs. Et il y a 3 mots que j'observe beaucoup dans les familles en les voyant fonctionner. C'est sous la forme de boutade que je vous l'ai dit. Le premier, c'est la stacosite. C'est à cause de toi. C'est à cause de la crise, c'est à cause du gouvernement.
C'est cette façon malheureusement très culturelle, c'est pas notre nature, c'est culturel de nous déresponsabiliser. Et ça me regarde pas. C'est pas moi qui suis responsable, c'est à cause des autres. Et de supporter la vie comme une victime, ça ne donne pas des modèles encourageants. Dans les valeurs qu'on a citées, il y avait l'engagement, l'audace, le courage, la persévérance, la patience. C'est de la force qui nous a inspirés à travers les difficultés. Alors je vous invite à être vigilants, à éviter la posture de victime qui ne nous rend pas heureux, nous. Quand nous sommes victimes, que nous nous plaignons sans rien transformer, ça ne nous rend pas heureux. Ça ne rend pas nos proches heureux, vous l'aurez perçu quand vous assistez. Et dans toutes les familles, il y a des personnes qui se mettent dans la posture de victime, hein, qui se plaignent de tout sans rien transformer. Ça ne rend pas l'entourage heureux. Mais ça ne sert pas le monde. Voilà 3 bonnes raisons pour ne pas s'enquister dans la posture de victime. Et être vigilant à dire, bon, il y a des choses qui ne vont pas, comment est-ce que je les transforme? Sur quoi on pousse, sur quoi on tire, comment est-ce qu'on sort de l'enfer? Maman, plutôt que de s'y complaire. Parce que vous l'aurez perçu, bien sûr, la posture de victime. Je ne parle pas du fait d'être vraiment victime, hein, d'une atteinte, d'un abus ou quelque chose comme ça, mais le fait de s'installer dans une posture psychologique de victime, hein, s'il y a une certaine complaisance à ça, bien sûr, hein, ça nous permet de recevoir beaucoup de gratification. Oh, ma pauvre chérie, mon pauvre malheureux, mais oui, hein, on existe de façon négative au lieu d'exister de façon positive. C'est le premier mot qui est la stacosite. Le deuxième mot, c'est l'agitatite, qui peut se compliquer d'agitatite aiguë. Alors c'est un mal dont vous aurez perçu qu'il gangrène toute notre société. Et que cette gangrène vient de nos courses individuelles, hein, en ne travaillant pas à trouver une paix intérieure transportable au cœur de chacun de nous. Nous cherchons des gratifications à l'extérieur, travailler, gagner de l'argent, se faire valoir, se faire reconnaître, courir à gauche, courir à droite. Si moi je cours hors de moi parce que je ne trouve pas la paix dans mon cœur, mon voisin court hors de lui, ma voisine court hors d'elle, et nous, tous ensemble, créons une société dans laquelle tout le monde court hors de soi. Cette course nous épuise la planète, et elle démarre dans le cœur et le logiciel de chacun de nous. Si nous voulons un monde plus paisible, des rythmes plus doux, une société qui se ralentit et retrouve un rythme humain, ça nous demande une implication personnelle en disant « je ralentis ». Comme vous l'aurez perçu, ça ne va pas venir de nos gouvernants. Ça nous demande donc d'être vigilants par rapport au rythme dans lequel nous faisons les choses. Faisons-nous les choses dans un rythme juste, qui nous réjouit, qui comble en nous les besoins qu'on a nommés ici, de confiance, de générosité, de joie de vivre, d'écoute, d'amour, de transmission, de patience, de poésie, de savoir-être, de douceur, de justesse, de sensibilité, de compassion. Est-ce que nous vivons dans ce rythme-là? Alors un petit exemple. Il y a quelques années, quand j'avais encore mon cabinet d'accompagnement des personnes, une maman m'appelle en me disant je voudrais bien que vous receviez mon fils, il est hyperactif, il court dans tous les sens, il est adorable, il est charmant, il a bientôt 11 ans, mais j'en peux plus à la maison, vraiment c'est insoutenable. Alors je dis bon, volontiers, je peux le recevoir, mais je serais content que vous puissiez venir avec son père, qu'on voit un peu comment ça fonctionne dans votre famille. Oui, mais le père est très occupé, il travaille tout le temps, il est parti à l'étranger, on va voir. Donnez-moi déjà un rendez-vous si vous voulez. J'ai dit écoutez, je préférerais quand même vous voir ensemble. Prenons rendez-vous avec le papa quand même, ça me paraît plus important de comprendre tout le système familial. Bon, d'accord, je serai là à l'heure au rendez-vous. Alors, elle arrive au rendez-vous. Mon cabinet était à l'étage. Elle monte l'escalier 4 à 4, entre l'enfant dans mon bureau. Elle me dit, écoutez, j'ai pas eu le temps de me libérer, je suis garé sur le coin du trottoir. Le papa n'a pas pu rentrer de son voyage, il avait des rendez-vous qu'il n'a pas pu remettre. Donc, occupez-vous-en bien. Si vous avez fini avant que je revienne, eh bien, laissez-le dans la salle d'attente, je passerai le reprendre. Et elle redescend l'escalier. Je me suis demandé, mais c'est qui l'hyperactif dans cette famille? Et je veux évidemment pas jeter de pierre aux parents, particulièrement aux mamans, qui sont pris souvent dans beaucoup d'enjeux de logistique à gérer. Je veux juste, avec humour et bienveillance, tenter de comprendre un des enjeux. Ceci n'explique pas tout de l'hyperactivité, bien évidemment, mais c'est quand même intéressant de nouveau prendre notre part de responsabilité dans le système. Quel est le modèle du monde de ce gamin? Des parents qui ne sont jamais assis, jamais posés, qui assurent l'intendance, le faire. Mais il n'y a pas d'être.
C'est où l'endroit fédérateur, où il fait bon être. Comme à la cuisine de la gamine là, qui s'est dit mais finalement on est bien, mais quitte à peler les oignons, à faire la vaisselle, c'est pas grave, mais on est bien avec une maman qui écoute, hein, ou avec les gamins autour du feu. C'est quoi l'endroit fédérateur dans une famille comme ça? Il n'y en a pas. On mange à toutes heures quand on mange. Et donc je nous propose d'être de nouveau vigilants sur notre pouvoir de créer des climats fondateurs qui donnent le goût de vivre ensemble, plutôt que d'être excentriques. Stacosite, agitatite, et enfin, troisième mot, l'aquabonite. À quoi bon? À quoi bon? Et ça, c'est effectivement un peu le dégoût de vivre, la démotivation de pas mal d'adultes. Et je vous propose cet exemple-ci qui m'a personnellement beaucoup touché. Toujours à l'époque où j'accompagnais les personnes, il y a un garçon de 17 ans qui venait un peu en accompagnement d'orientation, c'est plus pour se connaître et savoir quel choix faire pour ses études, c'est pas de la thérapie à cet âge-là bien sûr, mais la connaissance de soi. Et on avait donc eu l'occasion d'être en confiance. Et il fait un choix d'études, il s'engage, bon. Et il me rappelle quelques mois plus tard, affolé, en disant est-ce que tu peux me recevoir d'urgence, j'ai un gros problème, je le reçois d'urgence. Et il arrive effondré et en larmes, il me dit écoute, ma petite amie qui a 16 ans est enceinte. Et on n'avait pas du tout choisi ça. Qu'est-ce que je fais? Et ce gamin de 17 ans, avec une petite amie de 16 ans, se retrouve là, avec cet enfant en train en projet. Enfin, plus qu'un projet. Et donc, mon rôle, évidemment, comme thérapeute, n'est pas de lui dire ce qu'il doit faire, mais de lui proposer un cadre d'écoute suffisamment sécurisant où il peut écouter toutes les parties d'elle-même et trouver la danse intérieure qui sera la plus juste possible pour ce qu'il a à vivre, lui. Et donc, je l'écoute et je l'accompagne. Et finalement, ils prennent ensemble, ils constatent ensemble que c'est impossible à leur âge d'accueillir cet enfant, qu'ils n'ont pas la maturité, la disponibilité, l'autonomie pour le faire. Et ils prennent la décision donc de s'en séparer. Et c'est le père de la gamine qui a dit je paierai les frais de l'opération. Et le gamin me voit quelques jours avant en disant bon, l'opération a lieu à tel moment, j'aimerais bien qu'on se voit après. Je dis j'allais te le recommander aussi, je crois que c'est vraiment précieux qu'on se revoie. Il revient après et il dit je suis content, ça s'est bien passé, ma copine est en bonne santé, mais j'ai une grande tristesse dans mon cœur parce qu'après l'opération, moi je voulais aller parler avec le père de ma copine. Je voulais qu'on ait une conversation d'homme à homme sur ce qui est arrivé là. J'avais vraiment besoin de vider mon cœur sur mon insouciance de gamin, ma légèreté, mon angélisme de ne pas avoir réalisé les conséquences de l'acte. Et je voulais rencontrer un adulte. Et le père de ma copine m'a dit « À quoi bon? Retournez à votre enfance. » Et je n'ai pas eu d'écoute. Et ce gamin avait donc sur le cœur l'énorme peine d'avoir eu le goût de s'ouvrir devant une oreille attentive, éveillante, inspirante, pouvant trouver du sens dans cette expérience et grandir grâce à cette épreuve qu'ils avaient vécue. Eh bien, l'adulte disait « À quoi bon? C'est pas nécessaire, c'est fait. » Alors je vous propose de nouveau de tirer parti de ce petit exemple-là, il y en a des milliers d'autres, pour être vigilants. Nous avons besoin de sens comme de pain. Et tirer le sens de nos épreuves est essentiel pour se sentir plus fort, pour traverser les suivantes. Sinon, nous sommes tout aussi démunis et elles font peut-être de plus en plus peur. Mais inversement, si à l'issue d'une épreuve, d'une difficulté, nous avons pu en tirer la substance ensemble, en échangeant, en partageant et en trouvant l'inspiration juste, eh bien alors nous sommes à un autre degré de conscience. Nous rencontrerons d'autres problèmes, mais à chaque fois d'autres paliers, vous voyez, d'autres paliers de conscience, ainsi de suite. Je nous propose donc d'être vigilants. Il n'y a rien qui ne mérite attention et vigilance. C'est l'occasion de revenir sur la notion de liberté et donc de choix. Personnellement, je peux vous témoigner en toute simplicité que j'ai eu du mal à faire des choix très longtemps. Je me suis maintenu dans ce que le psychanalyste français Anna Trella appelle la posture d'adolescent très longtemps. Il parle d'une des difficultés des familles aujourd'hui. Anna Trella, une des grosses difficultés dans les familles
décomposer, recomposer, c'est que les enfants puissent apprendre à se situer. Mais il dit, une des grosses difficultés, c'est que les adultes ont du mal à se situer comme tels, à se reconnaître comme adultes, et jouent parfois une espèce de jeu d'adolescent qui empêche l'adolescent d'avoir des repères. Et c'est comme ça qu'il a formulé cette expression d'adolescent. Je l'ai trouvé intéressant parce que moi-même, jusque vers 37-38 ans, j'avais du mal à faire vraiment des choix qui m'impliquent, notamment sur le plan affectif. J'avais peur, je voulais garder les portes toutes ouvertes, évidemment, garder tous les possibles. C'est bien le rêve de l'adolescent. Alors je nous propose de travailler cette petite notion un peu. Quand j'évoque ce sujet dans les classes, à l'occasion je suis invité dans les écoles, je demande aux gamins, qu'est-ce que c'est pour vous la liberté? Ah ben, le gamin me dit, j'ai toutes sortes de formules, mais j'ai la plupart du temps cette formule-ci, la liberté pour moi, monsieur, c'est faire ce que je veux, quand je veux, puis comme je veux. Alors je souscris, évidemment, pleinement, parce que je dis aux gamins, évidemment que j'ai la même idée, le même rêve, je voudrais faire tout ce que je veux, quand je veux, et puis comme je veux, ça c'est clair. Et cependant, je suis incarné sur la planète depuis un peu plus longtemps que toi, et donc j'ai pu faire l'expérience que c'est pas évident, le rêve que tu as. Imagine que je sois en train d'avancer sur mon chemin, exerçant ma liberté d'avancer. Tôt ou tard, il y a bien un carrefour. Ouais. Devant ce carrefour, si je suis toi, qu'est-ce qui se passe? Ah ben monsieur, je veux prendre tous les chemins, quand je veux, puis comme je veux. Et je souscris à ton rêve, j'aimerais prendre tous les chemins, parce que je voudrais être partout à la fois. Mais regarde un petit peu. Si je choisis, après avoir scruté les différents chemins, mais c'est plutôt celui-là que je vais prendre, et je vais exercer ma liberté d'avancer sur ce chemin-là, je n'ai pas fait un pas sur le chemin que j'ai choisi, que par nature, ce pas me coupe de tous les autres chemins. Oh, je vois le gamin qui fait... Oh, ouais. Mais bon, je suis libre. Si ce chemin ne me convient pas, je reviens au carrefour, et puis je peux faire choix d'un autre chemin. Mais si je choisis ce chemin-là, je fais un pas sur ce chemin-là, et par nature, ce pas-là me coupe de tous les autres chemins. C'est pas pour m'emmerder, c'est pour me permettre d'avancer. Si je reste dans l'idée, je veux prendre tous les chemins quand je veux, puis comme je veux, qu'est-ce qui se passe? Je suis prisonnier du carrefour. Je ne suis pas libre. Je suis en prison, dans un carrefour avec plein de chemins. Mais voyez-vous, là où c'est intéressant de prendre conscience qu'il y a une conséquence désagréable, si j'avance sur ce chemin-là, ça veut dire que je renonce à cela, c'est que tout choix comporte un petit deuil. Et il est rare qu'on nous ait parlé de cette notion avec clarté et autrement que pour la perte d'un être cher. Et encore, quand on perd un être cher, il est rare qu'on travaille et qu'on parle vraiment du deuil. Hein? On évoque l'idée, il faudra faire le deuil. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Je nous propose de voir que devant tout choix, il y a un petit deuil. Imaginons que ce chemin-là descende vers une belle vallée, celui-là monte vers une colline, et celui-là part vers une ville. Mais c'est celui-là qui part vers un bois sauvage qui me plaît plus, et c'est celui-là que je prends. C'est clair que si je m'engage sur ce chemin-là, c'est mon choix, je vais au bois sauvage. Oui, mais enfin, la mer, c'était pas mal. Non, je vais vers le bois sauvage. Oui, mais la montagne, c'était super. Non, mais je vais vers le bois sauvage. Qu'est-ce qui se passe? J'avance pas. Et il y a donc un deuil à faire au carrefour. Bien sûr, celui qui descend vers la mer me tente beaucoup. Bien sûr, celui qui monte vers la montagne m'inspire. Puis celui qui va vers la ville me fait envie. Bien sûr, mais en conscience, je renonce à l'un, à l'autre, au troisième, parce que mon choix, c'est vraiment celui-là. Et je vais, de tout mon être, ayant fait le deuil de ce à quoi je renonce. C'est parce que j'ai en conscience lâché certaines libertés que je peux exercer pleinement ma liberté. Mais tant que le deuil n'est pas fait, je suis encombré. Vous voyez? Avant de m'engager dans la relation de couple et le mariage avec ma femme Valérie, c'est clair que j'avais peur de ça. Hein. J'ai aimé la vie de célibataire et de rencontre, c'est certain. Alors effectivement, si je m'engage dans mon couple en disant « bon, je m'engage, il faut que je m'engage, c'est ma femme, je l'ai épousée, donc c'est bien. Oui, mais enfin quand même, les rencontres, c'était pas si mal. Non, mais je m'engage, il faut que je m'y tienne. Enfin, c'est quand même... Oui, mais enfin, où est-ce que je suis? Je suis nulle part. Je n'existe pas. Je n'existe pas. Je suis tiraillé, divisé, morcelé. Je suis un assemblage de pièces détachées. Par contre, quand je renonce, en conscience, parce que j'adhère en conscience, alors j'existe de tout mon être. Mais ça demande un moment de lucidité, de discernement, qui ne se fait pas sans un certain deuil. Je nous invite à voir
Combien de fois prenons-nous ce temps de deuil en toute conscience dans nos propres choix? Sommes-nous vigilants à accorder de l'attention à la peine pour le renoncement, autant qu'à la joie pour l'adhésion? Pour moi, ce processus m'aide à accompagner mes enfants dans leur propre questionnement. J'ai 3 filles. L'aînée a 12 ans et commence déjà à des questionnements d'ado. Et c'est pour moi un exercice très vivant que de transformer tous les « il faut » en « on choisit », nous choisissons. Et il y a des conséquences à tous nos choix. Particulièrement, elle n'aime pas non plus l'école. Et elle a du mal à comprendre pourquoi on reste assis pendant 7 heures par jour. Elle qui adore bouger, danser, inventer, créer. Et je ne peux que lui donner de l'empathie pour ça. Mais oui, effectivement, le système est complètement archaïque. Ça nous demandera tous de l'énergie pour le transformer. Bien sûr, il y a les écoles à du web, c'est pas où je dois dire. Mais ça a d'autres contraintes. Et elle le sait aussi, elles sont loin, donc il y a des déplacements, il faut se lever beaucoup plus tôt, prendre 4-5 transports en commun. Et il y a les conséquences désagréables de ce choix-là, alors qu'ici, l'école est juste de l'autre côté du trottoir et elle peut rentrer déjeuner à la maison tous les jours. Voilà, quelques mots sur la liberté. Quelques mots sur les règles. C'est dans la continuité. Comment donner de la structure en donnant de l'inspiration? Comment donner du cadre? Le mot structure est parfois mal compris. Les gens le voient comme purement contraignant, empêchant, limitant. Je me souviens avoir eu cette conversation avec un des gamins de la rue dont je m'occupais, qui disait « Moi j'en ai marre des feux rouges, ça m'empêche de rouler à la vitesse où je voudrais. » Je dis « Je comprends. Tu aimerais pouvoir rouler à la vitesse que tu as choisie, toi, indépendamment de tes bases. Ah oui, je voudrais rouler exactement aussi vite que je comprends. » Et en même temps, est-ce que tu peux observer que tu n'es pas tout seul? Oh oui, mais ça me fait chier. Alors vas-y, regarde un petit peu. Imagine que tu sois sur la grande place de Bruxelles, au cœur de Bruxelles, le vendredi soir à 5 heures, et que tu veux te rendre, disons, un quartier périphérique, à Anderlecht. En voiture, ça fait déjà une bonne demi-heure par trafic normal. À cette heure-là, ça fait sans doute 2 heures. Comment tu fais le vendredi soir à 5 heures, quand tout le monde sort des bureaux, part en week-end, etc. Ah ben, je suis coincé dans le trafic. Ben oui. Est-ce que tu peux voir que... je dis en plus, imagine qu'il n'y a pas de feu rouge, que les gens circulent comme ils veulent. Ah ben, mais tout serait bétonné. Ben évidemment, tu n'avances même plus. C'est parce qu'il y a des feux rouges qu'il y a une certaine régulation du trafic, parce que tu n'es pas tout seul. Alors tu peux pester devant chaque feu rouge en disant j'aimerais rouler à la vitesse que je veux, et puis tu peux te dire le feu rouge est là pour me permettre de me rendre à destination. Il me sert. Il est mon allié, pas mon ennemi. Mais est-ce que nous, adultes, nous avons ça en conscience? Quand nous-mêmes, on prend vite le feu avant qu'il passe, ou quand il est déjà passé, sommes-nous conscients que cet instrument est au service de notre survie, de la survie du piéton qui passe, des autres usagers de la route? Est-ce que je respecte les feux rouges parce que c'est l'article 325 bis du code de la route? Et encore. Ou est-ce que je respecte les feux rouges parce que c'est un instrument qui est au service de la vie? Sur quoi est ma conscience? Alors vous l'aurez perçu, à certains carrefours, on a réalisé que les feux rouges ralentissaient la fluidité du trafic et on a mis des ronds-points. Autre stratégie pour un même besoin de sécurité et de fluidité. On peut faire toutes sortes de stratégies différentes, mais le besoin reste là. Et je vous propose de voir donc, ça nous invite à revisiter le sens de la règle. Aucune règle ne se respecte pour elle-même. Les jeunes, la plupart du temps, ne respectent pas les règles parce qu'ils ne les comprennent pas. On respecte la règle parce qu'on est inspiré par le sens qu'elle sert. Elle fait sens. Petit exemple que j'ai pratiqué de nouveau avec les jeunes. J'avais un groupe de 20 et je leur dis, imaginez que vous soyez sur un terrain vague, en plein soleil, vous allez faire quoi? Oh ben on va s'emmerder. On va faire un mauvais coup dans le quartier, enfin, toutes sortes de réponses. Imaginez maintenant que je vous impose la contrainte de dessiner un grand rectangle blanc à la craie ou à la chaux dans ce terrain vague. Et puis je vous propose la contrainte de diviser ce rectangle blanc en deux. Et puis, je divise votre équipe de 20 en 2 équipes de 10. Et puis, je vous donne un seul ballon pour 2 équipes. Cruel, hein?
Ah non, monsieur, c'est du football. Bah oui. Est-ce que tu as pu voir que ton football, il est uniquement basé sur des contraintes? Si un terrain vague, tu t'ennuies ou tu fais un mauvais coup. S'il y a des règles, tu respectes. Et tu seras le premier à dire attention au jeu. Ou à rappeler la règle du temps. Tu seras le gardien de la règle toi-même parce que tu en vois le bénéfice. Elle sert le jeu. Toutes les règles sont censées nous apporter du bien-être. Alors bien sûr, nous avons fini par créer une société tellement compliquée où les règles sont tellement éloignées de leur sens, qui est de servir le bien-être commun, que c'est souvent difficile de garder cette conscience à l'esprit. Mais je vous invite donc à être vigilants quand nous-mêmes nous décidons de règles entre nous, établissant une charte ou une façon de vivre ensemble, de voir que nous ne sommes pas en train de faire autre chose que d'encoder les clés du bien-être ensemble. Nous cherchons humanité, partage, solidarité, profondeur, engagement. C'est ça que nous cherchons. Ça nous demande donc d'être bien ancrés nous-mêmes dans notre choix. Tout ça nous permet finalement d'aborder l'enjeu du temps. Vous l'aurez perçu, les dialogues évoqués, les rencontres évoquées ont pris un peu de temps, dans lesquels nous nous dégageons un peu de l'idée qu'il faille faire quelque chose. Pour garder la priorité, il s'agit d'abord d'être ensemble, d'abord de bien se comprendre. Et puis, comme l'évoquait, je pense, De Gaulle, l'intendance suivra. Et je l'ai vu de nombreuses fois, ça je peux vous en assurer. Je ne veux pas vous en convaincre, mais je peux vous en témoigner. Lorsque nous prenons comme parents, comme éducateurs, comme enseignants, le temps de privilégier la qualité de la connexion, de la relation avec l'autre, vraiment le lien, les choses à faire se résolvent avec une aisance qui est surprenante. Inversement, lorsque nous mettons toute l'énergie sur les choses à faire, au mépris parfois de la qualité du lien, eh bien rien qui se fait, ou rien qui se fait bien. Et de nouveau, c'est pas encore dans notre logiciel, ça nous demande tout un travail de se dire, laissons un peu de côté toutes les choses à faire. Prenons d'abord le temps d'être bien ensemble. Mais l'exemple que je vous ai dit, la petite fille qui va faire elle-même ses devoirs sans qu'on lui demande quoi que ce soit, je l'ai vu des dizaines de fois. Parce que l'énergie est là, la joie, le sens, le respect, la chaleur humaine. 3 ingrédients des gamins autour du feu. Alors, l'enjeu du temps, j'aime bien l'évoquer. Ceux qui m'ont entendu dans la conférence sur l'intériorité retrouveront un propos qu'ils connaissent. Dans cette approche-ci, ceci va bien au-delà des enjeux de communication non violente, c'est ma vision à moi de notre vie. Je la partage simplement parce qu'elle fait sens à mes yeux et je vois de plus en plus dans mon accompagnement, dans les formations, dans les stages que j'anime, que quand je propose ce regard, c'est une proposition, c'est une hypothèse, cette hypothèse semble faire sens. L'hypothèse qui m'habite et qui me semble vraiment faire sens pour moi, c'est que, en tant qu'humain, nous sommes un être infini, coincé dans un corps fini. Et ça dérange, ça gêne aux entournures. C'est ce qui faisait dire à Charlotte tout à l'heure, je suis un trop petit passage pour la puissance de vie qui court en moi. J'ai pas appris à accueillir cette force, cette vigueur, cette aspiration. Et lorsque je nomme la notion d'être infini coincé dans un corps fini, je pense bien sûr que cette image parlera aux personnes qui ont une pratique religieuse et a fortiori une vie spirituelle. Je pense qu'elle parlera même aux personnes qui sont athées, et ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir une vie spirituelle quand on est athée. Et que ça parlera donc à tout le monde. Qui d'entre nous peut dire qu'il n'a pas des désirs infinis, des besoins infinis, de partage, de compassion, de rencontre, de patience, de beauté, de solidarité, de paix, d'harmonie? Je pense que nous sentons bien cette aspiration de notre être profond vers cela, bien au-delà de nos petits contingentements, de nos circonstances de vie. Et plus précisément, je pense que nous faisons l'expérience de cette infinitude, et que ça nous permet peut-être de travailler la notion du temps tout de suite. Lorsque qui d'entre nous sera retrouvé devant un paysage magnifique, un coucher de soleil devant la mer ou au-dessus des montagnes, et qui ne sera pas émerveillé de cela? Alors est-ce que c'est juste l'intellect qui juge, c'est beau? Est-ce seulement les émotions qui s'agitent en disant « Ah, je suis touché » N'est-ce pas aussi, et au-delà, que quelque chose d'extrêmement intime en nous tressaille devant cet infini en se disant « Ça, c'est moi.
ça. C'est ma nature. Je ne suis pas seulement dans l'infini. Je suis de l'infini. Ça me parle de ma nature profonde. J'appartiens à ce grand univers infini. Et j'ai pour le moment pris cette structure-là, incarnée dans un corps. Mais ce qui tressaille en moi de vivant va bien au-delà et connecte à toute chose autour de moi. N'est-ce pas plutôt de cet ordre-là que ça se passe? Ne sentons-nous pas ce tressaillement qui nous donne même la chair de poule lorsque nous écoutons une musique superbe qui nous emporte? De nouveau, c'est pas juste le jugement que c'est beau et harmonieux, c'est pas juste les émotions, je suis bouleversé. C'est à mes yeux certainement que notre être profond, notre âme, dirait-on dans la tradition chrétienne, mais le souffle en nous, peu importe les mots qu'on emploie, tressaille en se disant cette merveille-là, c'est moi, je suis de cette nature. Et quand je dis c'est moi, c'est nous tous, sans cloisonnement, sans petite appartenance confinée. Il me semble qu'aujourd'hui, de plus en plus d'êtres humains perçoivent cette dimension et ne savent pas très bien comment la vivre. Il me semble particulièrement que les jeunes qui arrivent sur notre planète depuis quelque temps sont particulièrement proches de cette dimension-là et cherchent à vivre ça. Et que quand ils n'y arrivent pas, eh bien, la souffrance est telle qu'ils peuvent effectivement partir dans le suicide pour supprimer la souffrance. Ou partir, bien sûr, dans des dépendances, des consommations, des compensations. Vous aurez bien compris vous-même que lorsque vous n'avez pas pris soin de pactiser dans votre vie avec cette dimension et que vous ne savez pas quoi faire avec cette aspiration vers l'infini, effectivement, se distraire en chatant sur Internet ou en achetant de façon compulsive ou en picolant un petit peu ou en prenant quelques médicaments, ça permet de baisser la tension et de la rendre supportable. Mais vous le savez, nous ne sommes pas sur Terre pour nous contenter d'un malheur supportable. Nous sommes sur Terre pour développer de plus en plus, et petit à petit, une joie de vivre de plus en plus contagieuse. C'est vraiment ça, le sens de l'existence, parce que c'est notre nature propre. Notre nature est la joie. Elle est ombragée par toutes sortes de conditionnements. Et notamment, un conditionnement qui nous fait négliger le rapport au temps. Et j'en viens, voilà bien, une dimension infinie, ça a commencé bien avant, ça terminera bien après, et nous sommes là-dedans, dans notre petite incarnation, avec nos projets et nos rêves, et parfois, nous aimerions que les journées aient 150 heures. Et c'est difficile, avec cette aspiration d'accepter, elles ont 24, et j'en dors 8. J'en travaille 8 autres. Qu'est-ce qui reste pour bien vivre? Et donc je vous propose de voir que nous ne pourrons pas être pacifiés comme parents et donc disponibles à l'écoute si nous n'avons pas travaillé notre rapport au temps. Et je vous propose de le voir un petit instant comme ceci. J'invite là le temps. Viens là le temps. Tu es mon ami, tu es mon allié, tu es mon frère, tu es mon associé. Sans toi je ne peux rien faire. Tu es celui qui me permet d'accomplir mes projets, tu es celui qui me permet d'avoir un rêve dans mon cœur ou dans ma tête, et puis petit à petit, de le voir se réaliser. Tu es celui qui m'a permis de rêver d'une famille, et puis un jour de la vivre, de rêver d'enfants, et de les voir grandir. Tu es celui qui me permet de voir ma pomme dans mon pommier, et de pouvoir un jour la manger. Tu es celui qui me permet de goûter un vin qui a mûri dans ma cave. Alors je te respecte et je t'intègre à tous mes projets. Je sais bien que tu ne respecterais pas ceux que je ferais sans toi. Alors j'ai du mal parfois parce qu'il y a une partie de moi qui aimerait être au-delà de toi, au-delà du temps. Et cependant, si j'ai à vivre cette incarnation dans cette structure et cette apparente contrainte de l'espace-temps, c'est que j'ai quelque chose à apprendre de ça. Et donc je te remercie de ta sagesse si mémoriale. Je souhaite bien vivre avec toi. Est-ce cela notre rapport au temps? Avons-nous intégré, sommes-nous vigilants à réintégrer régulièrement un rapport pacifié au temps dans notre vie? Faute de cette conscience que c'est là un enjeu incontournable, nous ne ferons pas l'économie du rapport au temps de notre vie durant. La plupart du temps, comment vivons-nous? Et j'en parle d'autant plus que j'ai vécu comme ça jusqu'à 37-38 ans. Nous vivons à peu près comme ceci. Tu es mon ennemi, tu me ronges, tu me rouilles,
Tu me bouffes, tu me divises, tu me disperses, tu m'empêches de vivre, fous-moi le camp. Condition de base de notre existence. Ami ou ennemi? Ça fait maintenant, je vous le disais, bientôt 17 ans que j'enseigne l'approche de la communication non violente. Il m'est apparu depuis quelque temps que c'était évidemment absurde de plaquer un jargon non violent sur une conscience truffée de vieux mécanismes violents, qui avait donc un éveil de conscience à faire, mais qu'il était aussi absurde de travailler cet éveil de conscience sans y intégrer évidemment un rapport de plus en plus pacifié avec ces conditions de base de l'existence. Comment voulez-vous être en paix avec vous, avec l'autre, particulièrement vos proches, si vous n'avez pas le temps? C'est impossible. Et donc, le premier enjeu de la non-violence, c'est de pacifier le rapport au temps, à mes yeux. J'évoquais cet enjeu dans une école il y a quelques années. Et à la fin de la conférence, je disais, je vous invite à être vigilant par rapport au temps. Nous vivons dans des rythmes qui ne sont pas justes et nos enfants nous le font bien valoir. Nous sommes étourdis, habitués, enfermés dans nos habitudes. Nous ne le voyons plus, mais nos enfants nous rappellent pourquoi cours-tu tout le temps? Pourquoi vite? Mes enfants me disent ça, ils vous disent peut-être. Nous allons vite faire une coupe de papa, pourquoi vite? Une telle clarté. Effectivement, c'est une habitude, parce que je fais les choses de moins en moins vite. Je le souhaite, je déprogramme mon ordinateur. Et alors j'essaye d'enlever le mot vite de mon vocabulaire, bien sûr, mais c'est encore une vieille habitude. Mais mes enfants sont lucides, ils me disent pourquoi vite. Alors dans cette école, j'évoquais l'enjeu du temps, et le directeur termine par un petit mot en disant que je vous remercie d'avoir abordé ce temps, parce que moi, comme directeur, je suis là le matin et le soir autant que je peux pour voir un peu les familles, comprendre le pouls du climat de notre école, et j'entends deux choses systématiquement matin et soir, c'est vite, 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 et dépêche-toi, dépêche-toi. Matin et soir. Alors c'est quand même surprenant. D'où c'est venu ça? D'où c'est venu? Nous avons choisi de mettre des enfants au monde parce que ça nourrissait nos besoins de transmission, douceur, engagement, sensibilité, enthousiasme, humanité, altruisme. Tous ces besoins. C'est un choix. Et au fond, nous pourrions les emmener à l'école en disant, viens là, je t'emmène à l'école. Tu es le fruit de mon amour avec ta mère. C'est un enchantement, la vie circule en travers nous et fait que tu es là. Alors je t'emmène à l'école parce que j'ai pu réaliser qu'avoir un peu de savoir, ça permet un peu plus de liberté, de responsabilité, ça rend plus joyeux. C'est pas tous les jours rigolo, je suis d'accord. Mais ça ouvre des portes, tu verras. Et puis j'ai du plaisir à marcher avec toi à ton rythme. Ça me fait du bien. Allez. Bonne journée mon enfant. Et je te regarde avec jubilation monter l'escalier d'un pas hésitant. Parce que c'est ta façon d'être qui me touche. C'est pas ce que je fais. Et puis je reviens te chercher à 4 heures. Parce qu'on va prendre un goûter à nous deux. Et que j'arrête tout pour chérir celui que j'ai mis au monde, que c'est fondamental. Si le citoyen de demain, tu as besoin de beaucoup d'amour pour être fort, et bienveillant, et créateur. Je t'accompagne, j'aurai encore du travail après, et je prends la pause avec toi. Viens là, mon enfant. Qu'est-ce qui fait que plutôt que ça, ce à quoi on assiste, et je le vois, j'emmène mes enfants à l'école pratiquement tous les matins quand je suis à Bruxelles, et bien c'est plutôt quelque chose comme ceci. Viens là, je suis mal garé, allez dépêche-toi, bonne journée mon gars, allez, hop, il y a 4 heures, allez, je suis nouveau mal garé, viens vite, je dois aller chercher papa, allez. C'est quand qu'on a perdu le nord? Le nord de notre boussole, de notre fil rouge. C'est complètement déprogrammé en nous. Je vous invite donc à voir que nous avons besoin de vigilance pour retrouver un rapport au temps qui soit juste et qui crée des climats fondateurs, des climats féconds. Dans un stage que j'animais sur le temps, avec le processus de communication non violente, est-ce que mon rapport au temps correspond à mes vrais besoins? C'est un stage qui est assez décapant, je me respecte vraiment là-dedans. Je raconte l'histoire du directeur d'école et l'expression dépêche-toi, dépêche-toi. Et la maman, une des mamans là, des participantes, me dit eh bien c'est amusant ça parce qu'il y a quelques jours, ce qui m'a décidé à m'inscrire à ton stage,
c'est que j'étais derrière mon gamin dans le couloir qui part aux chambres dans notre appartement, et mon gamin du haut de ses 6 ans se retourne devant moi, se campe et me dit « Maman, je ne m'appelle pas, dépêche-toi !» Dépêche-toi avec ta chambre, dépêche-toi avec tes dents, dépêche-toi avec ton pyjama. D'accord, il y a 3 choses à faire pour être en bonne santé, en bonne vie, mais quand même, qu'est-ce qui prime? Alors voilà, doucement j'en arrive à la fin de notre rencontre. Et j'aimerais vous proposer juste une petite réflexion que les familles que nous composons, nous ne les composons pas par hasard. Le conjoint avec qui nous faisons des enfants, les enfants qui échouent dans notre maison, dans notre classe, dans notre association, dans le service dont nous occupons, ceux que nous croisons, les rencontres que nous faisons, de plus en plus, que je suis partagé mon intuition, j'ai confiance que ce n'est pas par hasard. Nous rencontrons exactement les bonnes personnes pour grandir. Alors ça se passe dans la joie, la tendresse, le confort, quand tout va bien, mais parfois ça se passe dans la confrontation, le conflit, la tension, la difficulté de se comprendre. Et c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas quelque chose qui est précieux. Ces difficultés est peut-être bien un ingrédient d'un processus de croissance. Et je vous propose donc de nous éveiller. Alors qu'ai-je à apprendre de ça si c'est difficile, si c'est joyeux, confiant, fluide, bien sûr, jubilant. Et nourrissons vraiment des grandes capacités de jubilation parce que ça élève nos niveaux de conscience. C'est citoyen que d'être joyeux. Ça se transmet, c'est contagieux. Mais si c'est difficile, si c'est pénible, je vous invite à pas vivre ça seul, d'abord recevoir de l'écoute, de l'attention, bien sûr, mais aussi s'ouvrir vraiment dans une disponibilité de cœur pour comprendre, tenter de comprendre, je ne dis pas qu'on comprend toujours, s'ouvrir à l'idée, j'ai peut-être des choses à comprendre. Comment est-ce que je peux comprendre la mécanique, être plus empathique avec l'autre, plus proche de l'autre, peut-être remettre en question ma façon d'être, ma façon de fonctionner. Qu'ai-je à apprendre de ça? Et en même temps, simplement m'ouvrir l'accueil inconditionnel de l'autre, ce qui n'est certainement pas facile. Les enfants ne sont donc pas là par hasard, ils viennent souvent chercher notre vraie cohérence. Il me semble qu'aujourd'hui, particulièrement, les enfants sont vigilants à trouver du sens. Dis-moi le sens de ce que tu me demandes, sinon tu peux toujours courir. Donc c'est encore plus précis. Dis-moi le sens de ce que tu me demandes, je vérifierai si j'adhère, puis si j'adhère pas, tu peux toujours courir. Alors ça nous secoue pas mal, nous adultes qui avons souvent encore grandi dans l'idée de tu fais comme ça parce que c'est comme ça, non? Tu feras ce que tu veux, je sais pas plus tard, mais tant que tu es à la maison, tu fais ce qu'on se dit. Je pense que certains d'entre nous ont entendu ces petites phrases, qui n'étaient pas forcément malveillantes, mais qui étaient de la part de parents qui avaient les moyens qu'ils avaient, et qui fonctionnaient comme ça. Alors ça a pu marcher, on a pu s'en sortir, survivre, ça ne marche plus. Et personnellement, j'y vois une opportunité sur cette quête de sens et de motivation et de bien-être. Je travaille régulièrement avec des entreprises qui réalisent qu'ils sont en train d'engager la première génération fruit du numérique, qui a grandi dans le touche-à-tout, dans le plaisir immédiat. Et que c'est pas évident de faire entrer cette génération dans un boulot d'analyse financière, de gestion comptable, avec une certaine rigueur, perspective, des programmes, et qu'en même temps, il y a une ressource, il y a une espèce d'intelligence polyvalente, assez féminine, de pouvoir gérer beaucoup de choses à la fois, d'avoir beaucoup de sensibilité dans beaucoup de domaines, et donc moins dans la direction, mais plus dans la gestion générale. Il y a des avantages à la chose. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai perdu mon fil. La nouvelle génération, oui, qui a une exigence plus forte par rapport au bien-être. C'est ça, c'est l'enjeu du bien-être. Nous avons pu mettre le bien-être de côté pour faire des études difficiles, dures, et en baver un coup. Je ne pense pas que ça marche encore très fort maintenant. Je pense que les jeunes cherchent à ce que ce soit agréable, que ça ait du sens. Et ça nous demande de nouveau, nous qui en avons bavé, de sortir de la vieille idée, de la vieille programmation. J'ai souffert, tu souffriras aussi. Ce qui entretient un monde de souffrance. Si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Et donc l'idée, c'est de développer notre conscience. Rappelez-vous, Einstein, aucun problème ne peut être résolu
au niveau de conscience qu'il a généré. Si je veux résoudre le problème qui est là, je dois passer à un autre niveau de conscience. Ça va de pair. La première phrase nous disait faisons autre chose, et pour faire autre chose, ça nous demande de lever notre conscience. Et donc notamment de transformer le vieux logiciel qui consiste à dire il faut mériter, il faut peiner, il faut souffrir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des efforts à faire, mais celui qui part en randonnée, grimper un sommet, est prêt à faire tous les efforts, parce que la jubilation de dormir une nuit sous le ciel étoilé est grande, et il sait où il l'attend. Et il fera les efforts. Donc l'idée, c'est pas de ne pas faire effort, l'idée est de sentir que l'effort sert à la joie. Et que le principe meneur, c'est la joie, le bien-être ensemble. Et donc je vous invite à voir que ça nous demande à nous-mêmes de vérifier est-ce que je travaille dans la joie, est-ce que je suis inspiré, et est-ce que je suis capable de remettre en question pour m'orienter vers ça. Je pense que la nouvelle génération nous invite à ce décapage-là, retrouver le sens de la joie. Enfin, j'en termine par la constatation qu'en fond, nous sommes tous ensemble, parents, éducateurs, enseignants, et élèves, jeunes, ados, tous ensemble sur les bancs de l'école de la vie. Nous sommes tous en train d'apprendre. Et que nous sommes donc ainsi tour à tour, maîtres et élèves, changeant de position. Nous avons tant de choses à apprendre les uns des autres. Et que ça nous demande donc de nous ouvrir, et j'en termine par là, à cette petite phrase de Martin Luther King qui nous disait « Nous allons devoir apprendre à nous aimer ensemble comme des frères. » Et c'est donc un apprentissage. Ça se travaille, ça ne tombe pas du ciel. Nous allons devoir apprendre à nous aimer ensemble comme des frères. Sinon, nous allons périr ensemble comme des imbéciles. Et je vous propose de voir que ça se crée dans notre façon d'être. Merci beaucoup. Comment aider un enfant de 3-4 ans à exprimer ce qu'il ressent quand il est en grande colère ou que ça va pas, parce que moi je suis en plein là-dedans avec mon fils de 4 ans et j'avoue, enfin voilà, j'ai du mal et je pense que voilà, je suis encore une jeune maman. Et merci de partager ces circonstances de vie qui doivent certainement concerner d'autres personnes dans la salle. Est-ce que vous voulez que vous avez de la peine à comprendre sa colère, à vous mettre en empathie avec ce que lui vit? Ou est-ce que ça vous rend inconfortable d'entendre qu'il est en colère? Il n'arrive pas à exprimer pourquoi il est en colère. Et moi j'aimerais bien l'aider, mais ça revient tout le temps. Et puis il est déjà dans je veux plus aller à l'école, donc je me dis 4 ans. Oh maman, j'ai fatigué parce qu'il ne sait pas dire je suis. Oh maman, l'école encore, je suis là. Oh. Et peut-être vous pouvez tenter de vous mettre en empathie avec lui pour comprendre ses besoins. Quels sont ses besoins? Comme ce papa qui tentait de chercher avec sa gamine, c'était quoi le besoin? Pourquoi à 12 ans, elle ne voulait pas rentrer il y a quelques jours, hier, oui, c'était hier, Charles-Logie, à l'école. Et finalement, par de l'écoute empathique, il dégageait le fait que cette gamine se sentait seule, elle n'avait pas de copine et donc préférait rester à la maison. Vous voyez, ça c'est la démarche empathique, tenter de comprendre le besoin. Si vous posez des questions, pourquoi tu ne veux pas? Il dit, je ne sais pas. Et si vous tendez une perche, et c'est ça l'empathie, est-ce que tu te sens agacé? Est-ce que tu te sens seul? Est-ce que tu aimerais avoir des copains? Vous posez des questions pour tenter de rejoindre son sentiment et son besoin, de façon très ouverte et subjective, pas enfermante. Oui, je sais que tu ne veux pas aller à l'école parce que tu n'as pas répété la leçon. Voilà, vous l'enfermez. Vous cherchez à trouver le sens. Ça, c'est ce qu'on appelle la démarche empathique. C'est ce qu'on pratique, bien sûr, dans les ateliers de communication non violente. Dans la plupart des ouvrages de communication non violente, il y a des exemples très pratiques pour comprendre comment formuler une demande empathique. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi j'aurais une question que je me suis démunie en fait face à une discussion que j'ai eue avec mon fils de 11 ans. J'aurais voulu savoir si vous pouviez m'aider un peu à y faire face. Donc c'est un enfant qui est très réfléchi et je me suis aperçue un jour en discutant avec lui, il n'y a pas longtemps, qu'il avait une vision très pessimiste du monde. Le terrorisme, la pollution, la crise, tout, enfin bon, il m'a tout passé, mais très pessimiste. Bon, c'est vrai que ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit, enfin, j'ai pensé, je ne l'ai pas dit, qu'à son âge, il me semblait qu'il fallait être plus optimiste.
Donc je lui ai proposé de garder espoir et que c'était aux jeunes aussi de changer les choses qui ne leur plairaient pas dans le monde et que donc il y avait de l'avenir et de l'espoir et que tout était ouvert en fait. Et là il m'a répondu, il m'a dit « Je comprends que tu penses ça parce que tu es quelqu'un de très optimiste, mais tu es minoritaire. La majorité du monde n'est pas comme toi, donc je ne peux pas tenir compte de ta remarque et je suis obligée de faire avec le reste. Et le reste n'est pas du tout optimiste et ne pense pas du tout comme toi. Donc en fait, il m'a refusé d'être un recours en fait. Si vous voulez, c'est comme s'il m'avait un peu fermé la porte en me disant qu'il ne pouvait plus vraiment compter sur moi parce qu'il m'a dit, toi tu es pleine de bien, tu es pleine de tout ça, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, je suis un peu démunie. Et je vous propose de voir qu'il vous donne, si vous voulez bien, une leçon. Il vous dit, maman, n'essaye pas d'avoir raison. Essaye d'être avec moi. Vous avez voulu argumenter. Vous avez voulu lui proposer de belles valeurs. Je vous invite à transformer l'attitude et à chercher plutôt à le rejoindre lui. Il souhaite certainement, comme chacun d'entre nous, être rejoint, recevoir de la compréhension. Et bien sûr, c'est pas facile pour une maman devant son petit garçon de dire donc tu es vraiment découragé. Donc tu as peine à croire que la vie ait du sens et que ça vaille la peine de vivre. C'est difficile pour une maman d'oser nommer ça à l'enfant que vous venez de mettre au monde et dont vous aimeriez voir enthousiasme, confiance et capacité d'émerveillement. Et cependant, c'est sans doute ce qu'une partie de son cœur vit, pas tout son cœur, une partie de son cœur vit. Et c'est ça la force de l'empathie, c'est que l'enfant, se sentant rejoint, va ressentir du bien-être. Ah, maman me comprend. Elle n'essaie pas de me dire qu'il faut être joyeux, moi je suis triste. Elle me dit qu'on peut être triste, enfin, elle comprend que moi je suis triste et que j'ai peut-être besoin d'y croire et de faire confiance et de m'ouvrir. Ça, c'est la force de l'empathie. Mais ça nous demande vraiment de déprogrammer l'idée de raisonner l'autre, de le consoler. Ça, c'est les vieux réflexes qui, en fait, empêchent, malgré leurs bonnes intentions, la connexion avec l'autre. Je donne notamment un exemple de ça dans l'accompagnement d'un garçon en pratiquement suicidaire. Je l'ai montré, je pense, à la conférence sur Cessez d'être gentil, soyez vrai. Si jamais ça vous intéresse, pour voir comment rester en empathie et oser nommer le sentiment de l'autre. Moi, je me suis entendu dire, alors que j'étais si gentil garçon qui avant donnait toutes sortes de conseils, je me suis entendu dire, donc tu préférais en finir. Oui, oui. Et donc là, tu vois plus de sens à la vie, tu préfères y mettre fin. Ah oui. Et je nommais simplement ce qui paraissait être ce que l'autre vit. Mais pour moi, pour oser faire ça, il m'a fallu déprogrammer le gentil qui disait « Non, la vie a du sens, on va aller faire du sport, tout ira bien ». Plus je partais dans ce trip-là, plus l'autre se sentait incompris. Inversement, quand je le rejoins en disant « Tu es complètement découragé, tu as peine à avoir le sens que la vie puisse avoir, et tu voudrais finalement en finir, est-ce que c'est ça qui vit en toi ?» Il me dit « Oui. » Et puisque c'est quand même vivant, même si c'est un projet de mise à mort, c'est quand même vivant. Il se sent rejoint, et il me dit « J'ai envie de prendre un café avec toi. » Ah. Et la vie se réamorce. Vous voyez, je ne vais pas vous le refaire ici parce que ça prend un peu de temps, mais je vous propose vraiment de dépasser la peur de nommer ce qui est vrai. Oser être vrai dans l'écoute. Ça vous parle un peu? Merci pour cette question qui, de nouveau, je pense, peut toucher bien d'autres personnes ici. Je pense de nouveau que ce dont vous parlez, c'est un questionnement profond, vous voyez, une quête de sens, et donc beaucoup de désespérance. Beaucoup de climats sont plombés, beaucoup d'ambiances de travail, de bureaux, d'administration, d'entreprise, mais aussi de classe, sont fort plombés par une sorte de désespérance. Ça nous demande donc particulièrement de la force, j'en ai pas encore parlé dans cette conférence-ci, pour nous, adultes, que de trouver une ressource pour traverser ça, ces temps. Sinon, ces gamins-là, qui sont tellement sensibles, peuvent effectivement trouver tout très très négatif. Merci. Merci. Bonsoir. Moi j'ai une question, en fait, j'ai un adolescent de 16 ans qui est plutôt charmant, communicant, qui n'a pas fait vraiment de crise classique, entre guillemets. Il y a juste une chose quand même, je me pose parfois la question, donc il communique quand il en a envie, et par moments, si on se met à lui poser des questions sur des choses assez génériques, hein, pas forcément sur sa vie privée, amoureuse ou autre, tout d'un coup il va se fermer. Il ne veut pas vous répondre, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai posé la question, c'était il y a 2 jours, je lui dis mais
est-ce que ça me dérange en première, hein, de me donner le sujet de ton TPE j'ai pas envie de le lire. Et de façon très fermée. Et je voulais savoir à quoi ça correspond. Il fait pas vraiment de crise, hein, parce qu'on va essayer de discuter de façon assez ouverte. J'essaie d'être en empathie, hein, comme je peux, on va dire. C'est pas toujours facile, mais on essaie. Mais je voulais savoir à quoi ça correspond. C'est une sorte de distanciation pour que lui se mette à exister, ou c'est assez étrange, parce que c'est très soudain, en fait. Et c'est pas quelque chose de général. Bon, il y aurait toutes sortes de pistes. C'est ce qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est que peut-être que c'est une façon de se maintenir un jardin secret, un espace où vous n'entrez pas. Et que c'est très important pour tout enfant d'avoir cet espace où papa ni maman n'entrent. C'est la piste qui me vient en vous écoutant. Mais je ne sais pas si elle peut vous servir. Et bien sûr, je dirais que l'empathie a ses limites. Il est aussi précieux de pouvoir respecter le fait que chacun a besoin de son jardin secret, de sa bulle, de son espace qui n'est connu que de lui. Et pour moi, c'est très précieux de respecter ça. Et parfois, j'ai pu le voir, et vous l'avez peut-être rencontré, c'est difficile pour un parent qui a été très très proche de ses petits-enfants, mais qui a tout su d'eux, leur va-et-vient, leurs humeurs, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, leurs cahiers, leurs notes, de tout d'un coup voir que l'enfant devient ado et commence à avoir sa petite bulle de vie privée, de jardin créatif, et de vraiment respecter ça. C'est difficile, parce que ça donne peut-être une impression de distanciation, mais qui est au fond légitime, c'est une prise d'autonomie.